Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone Surf Podcast, nouvel épisode de Bloodlines, la série présentée par Billabong dans laquelle on va à la rencontre de parents, d'enfants pour parler justement de la relation qui les unit à travers le surf. Troisième épisode parce qu'on a reçu d'abord Shane Dorian et Jackson, on a reçu Didier Peter et Sam et là on part sur un profil complètement différent mais tout aussi passionnant. Et ouais, Romain, profil différent parce que là, on va un peu moins parler de performance, mais beaucoup plus de culture, d'animation et de vivre le surf différemment. Nos deux invités aujourd'hui sont super importants parce que le père a été très actif dans la culture surf, l'événementiel depuis les années 90, même peut-être un peu avant. Et le fils, c'est un peu la relève d'une nouvelle génération de surfeurs qui prend le contre-pied de tout ce qu'on peut voir en ce moment. On reçoit aujourd'hui Alain et Jordan Sévélec. Salut les gars. Salut les gars, merci de nous recevoir. Bonjour. Belle Merci de nous recevoir chez vous parce que voilà, on incite les gens qui nous écoutent en audio à brancher et à basculer sur YouTube parce qu'en fait visuellement ça vaut le coup. On est chez toi Alain, dans une maison qui respire les origines et familiales et les styles de vie et des années passées à voyager à droite à gauche et ça tombe bien parce qu'en fait on a tout le temps pour parler de tout ça et de la manière dont tout ça en fait ça vous a construit l'un et l'autre et fait ce que Jordan est aujourd'hui puisque Jordan comme l'a dit Rémi il compte de plus en plus aussi dans le paysage du surf français et donc ouais, en intro Rémi disait, vous n'êtes pas dans la performance, vous êtes toujours été l'un et l'autre un peu dans l'idée de casser les codes, dans une vision du surf bien différente, avec de l'audace, avec un certain goût du style aussi, l'un et l'autre. Et qu'est-ce que je veux dire ? Il y a une façon qui vous résume bien et qui résume bien en fait la façon dont toi, Alain, tu as inculqué ces valeurs-là à Jordan. C'est un texte que Jordan il a écrit il y a quelques temps et qu'il a présenté lors du Woodscott Festival, qui est un festival dont on va parler, qu'il a co-organisé et sur lequel tu as un rôle hyper important à jouer ici, Alain. Est-ce qu'on peut commencer par la lecture de ce texte? On fera une analyse de texte après, pendant tout le reste de l'émission. On peut lire ce petit texte que j'avais posté sur les réseaux sociaux et on avait mis ça aussi dans le zine, dans le magazine du festival. C'est un petit texte qui parle de toi. Donc le mec à ma droite, c'est mon meilleur pote, c'est mon paternel, c'est ma plus grosse inspiration. Il me met des sacrés tunnels sur les nez qu'il a cassés dans le passé ou sur les royaumes qu'il a construits à l'époque. Il oublie parfois que le monde, il a un peu changé depuis ces belles années, dans les années 90, mais il m'a beaucoup appris. Il m'a interdit la trottinette et le bodyboard depuis mon plus jeune âge. Je t'en remercie. Il m'a mis sur un skate et sur une planche de surf alors que je savais pas encore marcher. En fait, si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Mais faut pas oublier la maman. Elle bosse dans l'ombre et elle le supporte depuis plus de 30 ans. Donc, respect à la madré parce que il est pas facile, lui, quand même. Et respect à toi pour ce texte parce qu'il est très très cool. Ça doit faire quelque chose d'entendre ça. Ah bah, c'est sûr, quand t'es papa, d'avoir un de tes enfants qui parle comme ça de toi, ça donne froid, quoi. Surtout quand on voit actuellement autour de soi les relations père-fils qui sont malheureusement de l'extérieur un peu tristes à voir, mais bon, c'est que la vie est comme ça. Et donc, tous les gens ne te connaissent pas forcément très bien parmi nos auditeurs, Alain, et connaissent pas forcément tout ce que tu as pu accomplir, mais on l'a dit, tu es quand même quelqu'un qui a compté énormément dans le paysage du surf français. Est-ce que tu peux te présenter ça en quelques lignes, avant qu'on revienne dessus plus en détail, bien sûr? Quelques lignes, ça va être difficile. Quelques mots, mais même quelques mots, ça peut être difficile aussi. Je vais essayer d'être bref. Je suis né donc en 60, première planche de surf, 75, 15 ans, je suis à La Réunion. Ensuite, j'arrive sur la côte basque, on est en 78. Études de sciences économiques, né d'un père commando parachutiste militaire. Donc, avant la Réunion, c'était le Sénégal, c'était les îles Comores, c'était Madagascar, c'était Tahiti. Donc, et je suis arrivé ici, donc déjà pieds nus. J'arrivais plus à mettre des chaussures, même en plein hiver, quand je suis à Biarritz, je quittais la maison les chaussures pour faire plaisir aux padres. Mais à peine j'étais dehors, je mettais les chaussures dans le sac à dos. J'arrivais au lycée de Biarritz pieds nus. C'était assez mal vu. D'où ce surnom qu'on m'a toujours donné, le gourou, parce que je suis arrivant des îles, j'avais déjà des gris-gris, des bracelets, des colliers. Et j'ai toujours voyagé, mes études, des voyages, des allers-retours. Et je me suis fait commencer à surfer ici dans la région. Et en 88, l'idée d'organiser un salon pour les copains, puisque j'arrivais de Paris, j'avais fait un aller-retour, j'étais mannequin sur un salon qui s'appelait le CISEL, certains en ont entendu parler, Salon international des sports et loisirs, c'est sur le stand de Reebok.
Quicksilver était près des toilettes dans un coin, Rip Curl près des autres toilettes dans l'autre coin, et Off à l'époque que tout le monde connaît, qui distribuait des accessoires de surf et de skate et j'allais pas dire le bodyboard. Et de bodyboard, s'il faut le dire. Oui, tu dois le dire. J'ai un peu de mal chaque fois. Et il se trouvait dans les courants d'air à la sortie de l'ascenseur. Donc à partir de là, l'idée toute con, je me dis tiens, pourquoi pas faire un salon pour les gens de la surf culture qui étaient perdus entre des gros stands Nike, Puma, Reebok et l'idée vient comme ça en 87-88. En 89, je lance la machine. Gliss Expo devient une très belle histoire parce que ça devient le plus gros salon du monde dédié à la culture glisse. Puis après, entre-temps, des salons de la mode, des salons plus pointus sur le skate, des Foxex, etc. Et alors attends, tu vas un peu vite parce que ça, on va en parler on m'a dit d'aller vite, c'est pour ça. Plus dans le détail. Mais moi, il y a déjà une question, c'est comment t'arrives au surf à La Réunion? Dans les années 75, on n'est pas non plus dans le boom du surf. Non, c'est un peu confidentiel. Pas du tout. Là-bas, il y avait des Sudaf, dont un est resté là-bas, qui a créé, je crois que son nom c'était Mickey Rat, qui est encore resté là-bas pendant des années. Grand champion en île là-bas. Et voilà, et qui était l'un des premiers là-bas. Et on avait une planche de surf à deux. Donc, à l'époque, on n'avait pas surfé saleux. Je suis resté qu'un an avec mon père qui faisait des allers et des retours dans le cadre de son job. Et là, on surfait Boucan, les aigrettes, les Boucan, Trois Bassins. Donc, on n'était pas sur le Saint-Leu. Et il y a personne qui surfait saleux? J'avais 15 ans, hein, donc j'ai pas souvenir de ça, mais je pense que non. Je sais pas. Je peux pas te dire. Peut-être il y avait déjà un Tarzan qui était là, que j'ai connu après sur mon second trip à La Réunion, mais à cette époque-ci, on n'était que 3 ou 4, on n'était pas plus à l'eau. Et du coup, c'était très bien de faire ce point là-dessus, mais je me dis, là, sur la présentation, effectivement, tu t'es arrêté là-dessus sur le salon Gliss Expo et les autres salons qu'on suivi. Ça nous amène jusqu'à quelle année? Est-ce qu'on en a fini la présentation avant de rentrer plus en détail sur le reste? Moi, je pense, si je me permets, parce que je la connais bien quand même, ta présentation, tu as oublié quand même quelques étapes. Peut-être avant d'arriver à Gliss Expo, t'as fait quelques jobs à la con avant de faire un job de rêve quand même. Ah oui, si on doit parler, ouais, effectivement, parce que, comme il dit le padré, on a tendance, ou même les gens de l'extérieur, c'est typiquement français, toutes les galères que vous avez, les gens les voient pas, puis quand ça brille un peu, que ça réussit, de suite, c'est waouh, quelle chance. Non, avant d'en arriver là, des galères, moi, je me suis fait tout seul, puisque j'ai toujours vécu dans des cités. Mes parents n'ont jamais été là pour m'aider, parce que de toute façon, ils pouvaient pas, ils en avaient pas les moyens. Mais alors, quand je dis pas les moyens, je vais pas vous faire pleurer, mais enfin, la ZUP, pour moi, c'était du grand standing, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé. Donc, je fais mes études, je me paye mes études. Pour me payer mes études, j'étais pion dans les lycées. J'ai participé en tant qu'intérim à construire la route de la ZUP, le cinéma Le Vauban à Bayonne. J'ai été videur dans des boîtes de nuit. Bon, plus drôle, mannequin. Plus sympa, maître nageur sur les plages. Plus con, j'ai travaillé à Maïs Adour, où je travaillais toutes les nuits parce qu'on faisait les 3-8, donc de 20h à 4h du matin, je mettais mon impair de pêcheur. Je prenais mon tuyau d'arrosage, je me mettais dans un coin, j'ouvrais mon impair et j'apprenais mes cours parce que j'avais les examens à la fac le lendemain, mais toute la nuit je bossais. Je me retrouvais voilà, des galères, j'en ai eu beaucoup. Je pense que c'était important de passer par là. Parce que... et après, effectivement, j'ai eu tous ces plans galères. Après, quand Gliss Expo est arrivé, là, tout d'un coup, je crée l'entreprise. Je viens d'avoir mes diplômes à la fac. Tout va bien. Je crée Gliss Expo. Très vite, de Gliss Expo, je me dis, on a une équipe, c'est pas assez. On a organisé le premier salon de l'habitat et de l'immobilier sur la Côte Basse. C'est nous qui avons réorganisé la foire de Bayonne pendant plusieurs années. Gliss Expo, il y avait une saison donc hiver et été. Gliss Expo s'est arrêté, j'étais chassé par le groupe Salomon, la Escort, la Blueboard, où j'ai récupéré le marketing Europe pour développer le concept de cette planche de surf. Entre-temps, je travaillais pour le prêt-à-porter à Paris. J'ai créé deux univers dans le salon du prêt-à-porter, qui était le plus gros salon du monde, dédié à la femme, 1200 exposants. Ouais. Là, j'organisais 2 univers en tant que directeur d'univers. Et au même moment, c'était les belles années. L'ISPO, que tout le monde connaît, qui est le plus gros salon des sports du monde, qui se déroule à Munich 2 fois par an. Ce salon m'avait chassé et courtisé pour qu'avec eux, on relance un ISPO à Shanghai. On en a lancé un à Pékin. On en a lancé un à Moscou.
Et moi, alors mon titre, ça va vous faire rigoler, c'était Board Sports Compétences. C'était et dans tous ces gros ISPO qu'on organisait partout, j'étais un peu le monsieur glissespo à l'intérieur de l'ISPO, où je m'occupais uniquement de toute la thématique surf, skate et snowboard. Et bodyboard? Non, il n'y avait pas. Trottinette? Comment? Trottinette aussi un peu. Non, il n'y avait pas non plus. Et donc c'est assez intéressant, mais on va revenir un peu sur ce que tu disais. T'as débarqué ici quand tu débarques sur la côte basque, c'est parce que le surf ou c'est qu'est-ce qui t'amène ici? Quand je débarque sur la côte basque, c'est par rapport. Là. Je débarque sur la côte basque, j'ai entre 17 et 18 ans. Ben, je suis toujours papa. Papa se retrouve parachutiste au premier PIMA à Bayonne, puisque ça, il a toujours été là-dedans. Donc, il est affecté à Bayonne. Et donc, après la réunion, on se retrouve là. Donc, on arrive à Bayonne. Je me retrouve au lycée à Biarritz. Là, j'ai commencé à surfer. Bah, ça tombe bien, il y a des vagues ici aussi. Donc, je continue ici. Les études, je les fais d'abord à Bayonne, parce que de toute façon, je n'avais pas les moyens de me payer des études ailleurs. Donc, je commence à Bayonne, sciences économiques. De Bayonne, après, pour passer la licence, il fallait partir sur Pau. Donc après Pau, la montagne, les premiers snowboards dans les années 84-85, les frères Serrand, à la merde, comment il s'appelle mon meilleur pote avec qui je suis allé en Himalaya là. Régis Roland, Serge Vitelli, Serge Vitelli, tout ça. Donc là, je suis entre mer et montagne et les études. Et puis après, je pose le sac à dos ici. Je continue toujours à voyager parce que j'ai toujours ça un peu dans le sang. Je pense que quand on a beaucoup bougé, quand on est jeune, on est un peu formaté avec une espèce d'ADN qui a besoin de t'amener ailleurs. Donc c'est vrai que ma vie, ça a toujours été des allées, des retours, des allées et des retours. Ben, c'est un peu quand on regarde ici, on voit qu'il y a un peu plein d'objets. Ça, c'est pas acheté chez Ikea à Bayonne, quoi. Et c'est marrant parce que on dit en fait souvent les enfants sont le fruit de leur environnement, de l'environnement familial. Ça c'est clairement ultra vrai pour Jordan parce que clairement. Toi, enfin, on va pouvoir le raconter, mais vous avez continué à voyager une fois que vous avez vu vos enfants. Donc Jordan, en fait, il a eu aussi une enfance particulière, en tout cas pas super classique, et qui fait qu'aujourd'hui, tu as aussi ça en toi, et que ce côté anticonformisme que tu avais en allant pieds nus au lycée, c'est aussi quelque chose que toi, aujourd'hui, qui fait partie de ton identité, quoi, et que tu revendiques à fond. Ah, 100%. Ça s'est fait naturellement. En plus, moi, je disais la dernière fois que j'avais pris un petit lavage de cerveau sans le vouloir, mais c'est un peu moi aussi qui suis allé me le chercher, mon lavage de cerveau. J'ai jamais voulu vraiment faire de l'événementiel et au final je suis tombé dedans sans faire exprès comme un grand, mais comme je dis, c'est moi qui suis allé un peu le chercher en réfléchissant plus loin parce que je me rappelle de moi quand j'étais gamin, je passais mes journées dans le bureau du paternel à l'écouter, à toucher ses stickers, à regarder les affiches des prochains événements ou des précédents, à l'écouter baratiner au téléphone et faire le grand négociateur. Donc je pense que sans le vouloir, tout ça c'est quand même resté, ou en tout cas c'est entré, et aujourd'hui je peux l'utiliser, quoi. Et dans le petit texte que tu as lu, tu as dit que tu avais été sur une planche de skate et une planche de surf avant même d'avoir marché. J'ai commencé tôt, ouais. Tu t'en rappelles ou non, je me rappelle pas de ces moments-là, mais j'ai vu des images, j'ai vu des trucs, donc c'est vrai que depuis très très petit, il m'a mis au surf et au skateboard sans jamais me forcer, jusqu'au moment où un jour, moi j'ai vraiment pris goût et je me dis est-ce que tu es d'accord pour qu'on y aille un petit peu plus souvent? J'imagine que ce jour-là tu t'en rappelles et tu devais être bien touché. Et de là, j'ai continué. J'ai toujours fait des allers-retours entre le surf et le skate. J'ai jamais réussi vraiment à faire les deux à fond. À un moment, j'étais plus skate, à un moment, j'étais plus surf. Et j'ai fait plein d'allers-retours jusqu'à aujourd'hui être surf, skate et être aussi focus sur toute la partie créa qui est à côté. Ce qui est intéressant, c'est que toi, t'es né au début des années 2000, en 99. La décennie de ton enfance, c'est vraiment la décennie de la performance. C'est les batailles Kelly Slater, Andy Aaron, c'est vraiment le surf hyper performance, le passage de l'ASP à la WSL et tout ça. Tout ce que j'aime pas, quoi. Ouais. Et du coup, t'es resté dans le surf, mais t'as pris complètement le contre-pied de tout ça. Ouais, j'ai pris le contre-pied justement, sûrement grâce au skateboard, grâce à tout l'univers à côté. Moi, je suis hyper créatif, donc que ce soit la photo, la vidéo, les films, les posters, les affiches, les dessins. J'ai toujours eu cet œil-là, et ça vient aussi beaucoup du skateboard. Donc, je pense que de ramener le skateboard dans le surf, il y a cette partie qui est un peu plus underground, un peu plus core,
un peu plus naturel, sincère et moins tiré vers la performance et les Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Et toi, Alain, t'évoluais dans cette industrie, dans tout cet environnement. Est-ce que comment t'abordais ce contre-pied? Est-ce que tu l'encourageais à être un peu plus rebelle dans la pratique, ou est-ce que tu t'essayais de recadrer et dire ouais, fais des compètes, inscris-toi au club? Alors moi, pour le côté rebelle, j'avais pas besoin de le cadrer pour être rebelle. Je pense qu'il était déjà picousé à ça c'est pas la peine d'en rajouter, on va dire. En revanche, par rapport à la partie surf, moi par exemple, j'ai pratiqué tous les sports. Donc, je peux pas dire que je suis excellent dans aucun des sports. J'ai été moyen partout. Le sport où j'ai été le meilleur, c'était la natation. Mais sinon, j'ai fait tous les sports. Donc, ayant ça en moi, quand le petit, effectivement, ici, le surf, le skate, j'ai habité en bord de mer, donc c'est facile et tout. Chaque fois qu'on allait surfer avec Jordan, une fois sur 2 ou 2 fois sur 3, il préférait prendre le ballon de football ou le ballon de rugby et on laissait la planche sur le sable et puis on faisait autre chose. Et jamais je l'ai poussé à dire non, tu y vas, bah. Non, moi, l'idée, c'était, en tant que papa, c'est de lui faire découvrir un maximum de choses. Donc j'ai tout essayé. Il a joué au tennis, il joue comme une patate, c'est même pas la peine de batailler. On a essayé des trucs. Et c'est lui qui a fait son choix. J'ai un sérieux problème de coordination, donc le choix il s'est fait très facilement. Hein. C'est que j'étais nul dans tous les autres sports de toute façon, et je suis encore. Toutes les balles et les ballons, ça marche pas pour moi. En tout cas, ouais, il a bien fait son job de padré à pas du tout me forcer, parce que j'ai essayé les compétitions, j'étais nul. C'est-à-dire, j'ai fait des premiers tours toute ma vie, j'étais abonné au premier tour et en fait, au bout d'un moment, ça m'a juste saoulé. Et j'ai dit au padré, bon, bah, écoute, moi, les compétitions, c'est fini. J'avais demandé à l'heure à un copain à moi qui était dans ma série, parce que moi, j'allais dans mes séries, j'avais pas de montre, j'étais pas du tout focus, quoi. C'était pas du tout mon élément, la compétition. Et j'avais demandé l'heure à un pote à moi dans une série, il me l'avait pas donné, alors que c'était un pote à moi avec qui je passais du temps. Et là, je suis sorti de l'eau avant que ma série se termine, et j'avais dit au padré, bon, ben voilà, compétition, moi, c'est terminé. Il était presque content. Et depuis, voilà, je suis resté au free surf et je me fais 1000 fois plus plaisir que. Peut-être c'était vers quel âge t'as décidé de sortir du schéma classique du jeune surfeur. Ça, c'était il y a longtemps. Je pense que 12 ans, non? Non, après, je pense 14 ans, un truc comme ça. Je pense que de mes 10 à mes 14, j'y ai cru, j'ai essayé. J'ai peut-être fait un deuxième tour une fois. La perf. Et là, j'étais là. Et non, j'ai vite compris que c'était pas pour moi et que moi, quand j'allais dans des compètes, je me rappelle de la Grom Search à l'ancienne, quand il y avait tous les Posca, moi j'y allais pour taper des Posca et pour faire du dessin justement, ou j'y allais pour chiller avec mes potes. Mais le moment que je redoutais le plus, c'était le moment où il fallait rentrer dans l'eau pour faire ce que les juges nous avaient demandé, alors que moi j'ai toujours eu ce truc-là. Je me répète, hein, mais je suis un peu créatif, et que ce soit dans le dessin, la peinture, le design, ou dans le surf et dans le skate, ce que j'aime, c'est me faire plaisir et créer des nouvelles lignes ou des trucs comme ça, quoi. Donc faire des top to bottom, bottom top, vissage dévissage toute la journée, c'était pas mon truc, quoi. Et je reviens vite fait sur l'enfance. Toi, tu racontais que tu as beaucoup voyagé dans ton enfance, mais c'est quelque chose que vous avez continué à faire aussi avec Jordan et sa sœur. C'était quoi un peu le rythme à l'époque et comment vous structuriez ça par rapport, ne serait-ce que la scolarité, par exemple? Alors, par rapport à la scolarité, si la belle éducation nationale française nous écoute pas, je peux dire qu'avec sa maman, il a souvent été malade, il avait souvent de la fièvre, donc il allait pas souvent à l'école. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, alors, quand Jordan est né, on est parti avec sa mère au Sénégal et on a construit un hôtel au Sénégal. Donc, dans le cadre de la construction de cet hôtel, tout en étant à Glisse Expo, c'est un passage que j'avais obligé, sur un coup de tête, parce que je suis pas du tout de l'hôtellerie, ça s'est passé comme ça. Donc là, on y allait très, très souvent. Et donc, Jordan, effectivement, je sais pas quel âge il avait quand il est parti au Sénégal pour la première fois. Ça se trouve, il avait à peine 3 ans, 2-3 ans. 3 mois. 3 mois, ouais, je me plante. Ouais. 3 mois, il était déjà avec sa maman dans le couffin, avec sa grande sœur qui a 6 ans de plus. Et déjà, on partait régulièrement au Sénégal avec le petit. Et donc, de suite, il a appris à voyager dans des conditions un peu roots, parce qu'aller au Sénégal dans les années 2000, on se rend pas compte, mais c'est pas la même chose que maintenant. C'était un peu plus solide, quoi. Le taxi qui tombe en panne, l'avion qui décolle pas, l'aéroport où vous faites agresser par tout le monde.
Donc c'est vrai qu'il est très très jeune et je pense qu'il a pris le goût du voyage très très vite parce qu'on l'a amené dans notre façon de vivre. Et toi, tu as quel recul sur ça maintenant ? Non, bien sûr, le voyage, ça a toujours fait partie de moi. Et du coup, bah oui, j'ai commencé à 3 mois. J'ai ma maman sénégalaise, j'ai mon papa sénégalais. Le Sénégal, j'en ai des souvenirs incroyables. Et d'ailleurs, on y repart bientôt. On pourra peut-être en parler plus tard avec Billabong et tous les keks. Là, on y repart d'ici un mois. Mais moi, après, ça a continué tellement qu'à 17 ans, moi, j'avais déjà eu mon bac parce que je suis né en fin d'année. 17 ans, j'ai eu mon bac. J'avais bossé toute la saison dans un surf shop, BTZ Pro Shop à Biarritz. J'avais fait mon premier billet. Et là, j'avais dit aux parents, bon, là, je pars au Chili pendant 2 mois. Il dit, mais oui, mais t'as 17 ans et tu parles pas espagnol. J'ai fait, oui, j'ai pris les billets. Et donc, je suis parti au Chili et pendant 2 mois, tout seul, je parlais pas espagnol. J'avais 17 balais. Enfin, 18 ans, du coup, début 18 ans. Je venais de faire 18 ans. Et je suis parti de Pichilemu, au milieu sud du Chili, jusqu'au nord du Pérou, à la frontière équatorienne. Et tout seul, en 2 mois, j'ai bougé en bus. Je faisais 22 heures de bus tous les 2 jours. Et j'ai fait quasiment tout le Chili et tout le Pérou tout seul à 18 ans, du coup. Et là, ça a commencé comme ça. Et après, là, j'ai pris un goût monstre pour le voyage. Et depuis, ça fait 5-6 ans que je vais beaucoup au Brésil, où j'ai appris la langue et où j'ai beaucoup, beaucoup de copains là-bas que vous avez rencontrés lors de Impact Zone Podcast à Woodstock, où on parle des collectifs. Mais voilà, le Brésil, l'Australie, l'Indo, les Canaries, le Maroc, le Sénégal. J'ai fait quoi ? Ouais, donc il y a Chili, toujours un peu de Pérou. surfing quand même dedans. Il n'y a pas trop de destinations. Ouais, c'est toujours les destinations sont souvent proches de l'océan et en général, d'ailleurs, moi, j'essaye d'y rester proche de l'océan, mais je me rends de plus en plus compte que j'y vais pas que pour le surf. Et d'ailleurs, je fais souvent des choix bien pourris pour les conditions, ou alors je suis un chat noir et j'ai pas souvent de chance. Mais j'y vais aussi justement pour peindre, pour skater, pour rencontrer des gens, pour apprendre de nouvelles langues. Et j'ai jamais ce truc-là de ultra focus sur le scoring des vagues, mais aussi sur tout ce qu'il y a à côté, quoi. C'est le scoring de la culture. Le scoring de la culture et Et toi, Alain, à cette époque-là, comment tu voyais Jordan évoluer ? Est-ce que tu commençais à te dire, tiens, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie ? Alors, par rapport au surf, je refais juste un petit peu avant. Effectivement, il veut arrêter les compétitions. Ça me gêne pas du tout parce que je n'étais pas forcément pour, puisque même à l'époque, il voulait qu'il fasse sport études de surf. Il vient me voir, papa, est-ce que je lui dis non, le baccalauréat d'abord. Là, un peu rebelle, mais quand même, je pense qu'il faut des axes dans la vie. Il y a quand même des trucs qui me semblent très, très importants. Et j'ai vu trop de gosses qui ont cru qu'ils seraient venus Kelly Slater, qui savent pas aligner 2 mots ni 2 chiffres. Et je trouve ça un peu dommage. Donc, l'idée, c'est pas le faire rêver. C'est d'abord le bac et puis après, on verra. Donc là, il continue là-dessus. Il est free surfer. Moi, ça me va très bien. Il a eu son bac très tôt. Après, c'est vrai que ça fait toujours un peu peur quand toi, quand t'as fait des longues études et que t'as ton fiston qui te dit, papa, moi, les études, c'est pas mon truc. Je préfère partir au Chili et le sac à dos. C'est vrai que ça fout un peu la trouille. Sa mère a été encore beaucoup, beaucoup plus angoissée que moi. Et quelque part, je sais que moi, dans ma vie, j'ai eu les études d'un côté, mais quelque part, j'ai beaucoup appris tout seul dans la rue, parce que c'était comme ça à l'époque. Et je sais que si jamais je devais aujourd'hui, entre ce que m'ont apporté les études et la rue, c'est difficile de dire qu'est-ce qui m'a rapporté le plus. Et je m'en souviens très bien, puisqu'en plus, à l'époque, il se trouvait que quand j'étais un peu le monsieur glissé-spo, phare de Baïna, etc., il m'est arrivé de prendre le micro dans des universités parce que j'étais invité pour dire, voilà, raconte-nous ta réussite. Et c'est vrai que ça plaisait rarement aux profs quand à la fin, quand les élèves me posaient la question et que j'arrivais à leur dire ce que je vous dis maintenant, je pense que la fac, effectivement, sans doute un esprit de synthèse, aller à l'essentiel, peut-être mieux analyser un tableau financier ou écrit, etc. Mais à partir de là, je pense que la vie de tous les jours dans le voyage t'apprends énormément aussi. Et d'ailleurs, il parle 4 langues maintenant. C'est pas à l'école qu'il les a apprises. Hein. Et d'ailleurs, tu l'as trouvé changé quand il est revenu de ses premiers grands voyages ? Alors comme ça, je vais pas te vendre des cerises, je m'en souviens pas trop. Mais c'est vrai qu'il a toujours eu soif d'apprendre tout seul. Et j'ai bien vu qu'au travers de ses voyages, t'apprends beaucoup plus quand t'en as envie, que tu te sens libre, que quand on t'impose. On va t'imposer maintenant, je sais pas, faire une équation du 4e degré de Shakespeare ou de résoudre le delta carré. C'est compliqué. Quand t'aimes, tu le fais facilement, quoi. Ouais. Toi, du coup, t'es
t'es un personnage, t'es quelqu'un qui prend de la place. Je dis ça de manière très positive et respectueuse, mais voilà, t'es là, quoi. Est-ce que c'est compliqué de grandir, entre guillemets, dans l'ombre presque de son père? Est-ce que ça oblige justement à s'affirmer encore plus? Je vais pas dire que c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de points positifs à tout ça. Hein. Avant d'être compliqué, c'est aussi ça aide beaucoup. Moi, quand j'étais gamin, j'avais accès à sa base de données. Je prenais les emails de toutes les marques qu'il y avait et je leur envoyais des pavés. Par contre, c'était moi qui écrivais, qui envoyais les photos, qui faisais des dossiers. Je faisais déjà des PDF à 12 ans pour essayer de trouver des sponsors. Et ça avait marché. D'ailleurs, à l'époque, on avait eu Oxbow avec Lucas Lefzac, Big Up. Après Protest, Jean Cougny. Enfin, il y avait eu du monde. New Era, il y avait pas mal de trucs. Donc, tout ça, ça aide. La base de données, les connaissances, les compétences. Quand moi, j'avais une question pour comment j'envoie un mail, comment j'appréhende mon rendez-vous mairie de la semaine prochaine, il était là pour m'aider. Ça, c'était incroyable. Ouais, puis comme tu dis, le réseau, le surfing reste un petit milieu. Donc, c'est vrai que si t'as si on t'enlève 2-3 barrières via le réseau, ça simplifie les choses quand même. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a plein de points vraiment méga positifs. Par contre, maintenant, c'est clair que s'il faut dire que s'il faut revenir sur la partie, ça prend un petit peu de place et c'est difficile d'être dans l'ombre de son padré. C'est que oui, il prend de la place, le garçon. Il parle beaucoup et surtout, il a un putain de passé. Donc, moi derrière, il y a des gens avec qui peut-être que le courant était pas forcément bien passé. Et moi, je reste le fils de Sévélec. J'en suis hyper content et j'en ai plus appris qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a des fois de passer derrière l'ancien, c'est pas le plus facile. Et à juste titre, tu dis voilà, il y a eu des gros accomplissements. C'est un personnage dans l'industrie. Ça me donne l'occasion de revenir un peu sur le Gliss Expo parce qu'il faut qu'on en parle. C'est quand même, ça a été le plus gros salon européen de surf. Du monde, même, tu disais tout à l'heure. Du monde. Et donc, tu disais, l'idée, elle est venue quand tu étais à ce salon généraliste du sport, où tu voyais les marques un petit peu cachées derrière les escaliers et tout ça. Comment tu as réussi, toi, à fédérer tout le monde pour qu'il y ait une première édition et puis que ça matche? Alors effectivement, imagine-toi, c'est la première fois que je voyais un salon professionnel. Alors, peut-être pour les gens qui nous écoutent, la différence entre un salon professionnel et un salon grand public. Sur le salon grand public, on va sur un stand et on achète le bracelet, on achète un téléphone et on achète le petit Impact Zone. Sur un salon professionnel, on regarde, on passe une commande et on dit « j'en voudrais 500 ». J'en voudrais 6 000 et j'en voudrais 3 000. Ça, c'est le salon professionnel. On paye très cher pour entrer parce qu'il n'y a que les commerçants qui rentrent. C'est pas grand public, c'est du business. Moi, je me trouve sur ce salon international des sports et loisirs à Paris. Donc, je suis un simple mannequin sur le stand de Reebok. Je vois tout ça. Et je suis déjà surfeur depuis presque 15 ans. Je connais bien le milieu. Je suis copain avec François Payot, avec Harry Oz. Je connais bien Michel Hoff parce que j'ai été plus ou moins sponsorisé par certaines marques à l'époque. Non, toujours pas. Non, c'est une bonne question, mais non. Donc, je connais bien le milieu. Je le vis tous les jours. Je suis à fond. C'est mon truc, etc. Donc, je me retrouve là-bas et là, tout d'un coup, c'est les idées, des fois, c'est tout con. Hein. Et je me dis, mais putain, pourquoi pas un salon où quand on rentrerait, on verrait ces grosses marques de surf en avant et qu'elles soient pas perdues et disséminées derrière le stand Nike, cachées derrière le stand Adidas. Et l'idée, elle vient comme ça. Quand l'idée, elle me vient, alors après, c'est toujours pareil, il y a avoir l'idée et puis commencer à gratter. Et c'est là que souvent les gens ont des idées, ils vont pas plus loin. Donc là, feuille de papier et crayon, combien de marques sont potentiellement intéressées ou seraient potentiellement intéressées par ce salon? Il n'y avait pas 10 000 endroits pour aller fouiller. À l'époque, il y avait le salon nautique, où tous les shapers de l'époque, déjà, les Stark, les premiers, les PSM, etc., j'ai donc qui me reviennent un peu comme ça, la seule façon de présenter leurs produits ou accessoires, c'était le salon nautique. Et sur la fringue, il y avait que le Cizel. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis démerdé, j'ai pris les catalogues de ces deux différents salons, j'ai énuméré à peu près, il y avait déjà quand même 80-90 marques potentiellement qui pourraient être intéressées par ce type de manifestation. Tu codes 90, je me suis dit, allez, tu fais 33%, 90, une trentaine, allez, pourquoi pas. Et après, ce qui aide par rapport à ça, et là, ça c'est le côté où je suis fortement critiqué, à tort ou à raison, les gens, ils font ce qu'ils veulent, c'est que quand on a ce genre d'idée et qu'on part de rien, à un moment donné, il faut de la langue. Si t'as pas de bouche, tu vois rien. Et si t'as pas les coronesses, tu vas pas nulle part. Et donc là, parce que imaginez-vous,
Ça paraît joli quand on voit Gliss Expo comme ça, tout ce que j'ai pu entendre dire. Mais pendant les 3 ou 4 premières années, on a cru à cette manifestation au salon. On avait un bureau à Bayonne, quai des Corsaires. Le bureau, on était mon associé et moi dans un truc qui était petit comme ça. On avait la doudoune et le bonnet l'hiver parce qu'il n'y avait pas le chauffage, parce qu'il a fallu se battre, il a fallu y croire. Et imaginez-vous que la première fois que je suis allé au SIG à Grenoble, il y avait un salon du ski aussi où j'allais chercher des marques. Et quand tu rentrais sur un stand et que tu disais « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je voudrais vous présenter le salon de la glisse ». Le mec, il te regardait, il te disait « Glisse, mais glisser, de quoi tu me parles ?» Parce que c'était comme ça au départ, faut pas rêver. Et mais toi, tu es qui et tu viens d'où? Ah ben moi, je suis personne et je viens de nulle part. Donc on y a cru. Il a fallu 2-3 ans pour lancer la machine. Parce que la première édition, c'était où? La première édition s'est fait en 90 au Casino Bellevue à Biarritz. D'accord. Et à partir de quel moment ça a bougé à Anglette en mode 91. Un peu plus fat? Alors on a fait 2 ans au Casino Bellevue à Biarritz. Ouais. Et là, comme c'est un métier que quelque part, ce métier, j'ai pas fait des études d'organisateur de salon. Je l'ai créé sur le papier. Vous allez rigoler. Le premier salon qu'on a fait, on a vendu du mètre carré, donc des stands. Ouais. On vend des stands. Mais quand tu fais un salon professionnel, quand tu dis à une marque, prenons Quicksilver, c'est le plus gros stand. Il y avait Arena aussi à l'époque. Ils viennent sur le salon. Eux, quand ils viennent sur ton salon, c'est pour voir des professionnels, donc pour voir des magasins. Ouais, donc faut que t'attires Il faut attirer le magasin. Il faut communiquer vis-à-vis du magasin. Mais nous, à l'époque, ça, on l'avait pas fait, on avait oublié. On avait complètement zappé. On a fait venir des stands pour prendre de l'argent, pour se dire, voilà, on va faire beau, on va faire un salon, on va faire des animations, mais pas une seule fois on avait pensé à cette politique de faire venir du détaillant. Mais malgré tout, la première manifestation, il y avait l'Arena, la grande plage, le truc, il se passe quand même quelque chose, ça bouge, les marques de surf se retrouvent, c'était un peu le bordel parce que il y avait tous les surfeurs du coin, ils sont tous venus, c'était pas des acheteurs, mais il y avait une dynamique. Et voilà, et puis quelque part, ça donnait un peu ce côté un peu lâchaille qui était le surf à l'époque. On y va, on fonce, rien à branler de rien, fuck l'établissement, c'était un peu ça, tu vois. La deuxième édition, on l'a refait, mais là, on est un peu plus structuré. Là, j'ai compris ce que m'ont dit les exposants. On fait venir des magasins, et là, de suite, on sent qu'on explose. On explose, mais il y avait un truc qui n'allait pas. Et après, là, je comprends ce qui va pas. C'est qu'au Casino Bellevue, c'est clair qu'on est face à la mer, mais on marchait quand même sur de la moquette, comme tous les salons du monde, avec des stands qui étaient carrés, comme tous les salons du monde. En mode préfabriqué. Voilà. Et donc, là, on se retrouve dans un... vous avez vu des salons, c'est un peu tous pareil. Et là, je me dis, non, ça va pas. Là, faut casser les codes. Et là, on va y aller plus fort. Les pieds dans l'eau. Et le troisième Gliss Expo, c'était Gliss Expo, les pieds dans l'eau. Au Sable d'Or, du coup. Les tentes, Sable d'Or, les pieds dans l'eau, des Algeco, des trucs. Et là, je m'en souviens tout le temps. On s'est fait pourrir à l'époque par toutes les grosses fédérations, des salons, les fédérations du sport. Parce que là, on commençait à créer quelque chose. On commençait donc à embêter. Il y avait le SIG à Grenoble, il y avait le CISEL à Paris, il y avait d'autres salons. Et là, on devient la bête noire. C'est assez intéressant ce que tu dis parce que tu parlais donc du CISEL et du salon nautique. Mes parents qui avaient des surf shops, eux ils faisaient les deux, ils faisaient le CISEL et le salon nautique. Ouais. Et c'est vrai qu'une fois qu'il y avait le Gliss Expo était ça rejoignait leurs deux mondes où ils vendaient de la sape et ils vendaient du matos, donc ça rejoignait les deux mondes. Et donc t'avais plus besoin de faire 3 salons, mais t'en faisais plus qu'un. Ouais. Et en plus, tu faisais toujours un peu le CISEL, mais t'avais plus besoin de faire le salon nautique par exemple. Et toute la partie un peu, ça a cannibalisé toute la partie action sport du salon nautique qui est resté très bateau. Voilà. Enfin, bateau, voile et tout ça, mais tout ce qui était petit shaper et tout ça, ils y allaient plus. Après, ce qui s'est passé, effectivement, par rapport à ce que tu dis, tout l'accessoire surf, il a quitté le nautique, il est venu chez nous. Très, très vite, après, on est devenu énorme. Toute la partie windsurf, j'avais créé carrément une aile windsurf. On avait une tente qui faisait 3 ou 4 000 mètres carrés. Toutes les marques de windsurf étaient chez nous. Donc là, le salon nautique, on leur a fait du mal. Donc là, ils sont devenus, comme tu le dis, ils sont devenus que bateau, point barre. Le CISEL, il a plié. Et là, très, très vite, dès qu'on a fait le premier Gliss Expo, les pieds dans l'eau, malgré qu'on avait été décrié par la presse, etc., et cette 3e édition, et là, après, c'était pratiquement du x2 chaque année. Okay. Et puis après, c'est devenu un réel événement. Il y avait une ouverture pour le grand public le dernier jour. Il y avait des animes avec des rampes de skate. Voilà, exactement. Alors, par rapport à ça, tu viens de mettre le doigt dessus. C'est que très, très vite, on avait compris qu'un salon dit professionnel, alors je prends un exemple tout con, c'est qu'un salon professionnel, j'ai oublié de dire ça, c'est quand Billabong, par exemple, va sur un salon professionnel, les produits qu'il présente, ce sont ceux, puisque tes parents ont été détaillants, tu connais l'histoire, ils présentent des produits qui vont rentrer dans les magasins un an après. Donc, ils veulent surtout pas
que le grand public voit ces produits et qu'ils viennent les emmerder par rapport à ça. Et chaque pièce qui est là, t'as les prix pour le détaillant. C'est pas un prix pour le grand public. Donc, faut surtout pas que le grand public voit ça. Donc, c'était un peu compliqué. Mais à l'inverse, étant sur la côte basque, on a bien vu que tous les surfeurs de la région, mais ils voulaient rentrer sur ce salon, putain, et c'était normal. Ils voyaient toutes ces grosses marques mythiques. Ils voulaient y rentrer. Donc, très vite, on s'est dit, bah voilà. Il y a le Gliss Expo. Quel Gliss Expo? Et là, on a créé le Gliss Expo Festival. C'est que le Billabong, pour en venir à lui, Billabong, il avait son stand de 300 mètres carrés dans la partie business avec ses représentants. Là, c'était Fishing Price, etc. On est là pour bosser, ta. Mais de l'autre côté, ils avaient un stand sur la partie festival où là, c'était le rock'n'roll, la musique, la Corona, le truc, etc. Et en plus de ça, ce festival, pour le rendre plus fort, on a organisé la première étape des championnats du monde. D'ailleurs, c'était Billabong qui était sponsor, d'ailleurs. Ouais, exactement, j'y pense. Billabong sponsor. Première étape des championnats. Tu l'as briefé. Ouais, non, ça vient que là. Première étape des championnats du monde de skate. Première étape des championnats du monde de skate grande rampe, street, bike. On avait toutes les étapes de tous les championnats du monde qui étaient pendant Gliss Expo. Et très, très vite, là, on était devenu en 95, 80, sans prétention, on peut le dire. Hein, c'est factuel, voilà. On était devenu plus gros. C'est quand j'ai organisé mon premier salon de la glisse, je savais pas qu'il y en avait déjà aux États-Unis, au Brésil. Il y en avait déjà. On savait pas à l'époque parce que il y avait pas tous ces petits trucs qui t'informaient de tout. Et c'est après qu'on l'a su. Mais très très vite, on est devenu plus gros que en Floride. Il y avait un salon qui s'appelait Surf and Beach Show. Ah, ok. Floride. Le Action Sport Retailer, c'était en Californie. Donc, il y en avait un grand en Calif, il y en avait un grand en Brésil. L'ASR, c'est arrivé un petit peu après, non? L'ASR, quand nous, on s'est créé en 90, l'ASR existait. Ok. Ouais, parce qu'on a visité l'ASR pratiquement. L'année d'après, je suis parti en Calif pour voir ce que c'était. Je l'ai appris par hasard parce que ce sont des gens d'ASR qui sont venus voir notre salon en Anglette. C'est comme quoi. Et c'est là que je disais, ah bon, vous faites ça, vous aussi? Puis on a commencé à sympathiser, mais on est devenu très gros. Il y avait un truc qui était important au Gliss Expo, c'est tu parlais d'aller chercher des sponsors et tout, d'envoyer les books. Je me rappelle, c'était chaque surfeur, comme tu dis, voulait rentrer parce que c'était l'occasion d'aller présenter ce qui. Il y avait pas Instagram, il y avait pas les réseaux sociaux, et donc c'était l'occasion d'aller présenter son book, d'aller présenter son projet, et tout le monde allait gratter aux portes. Alors il y avait les plus petits qui ragassaient 3 stickers et 2 t-shirts, et les plus gros, et tu voyais tout le monde. T'avais tous les gars étaient là, quoi. Moi j'ai juste un petit aparté comme ça, j'ai un grand moment d'émotion. Le Gliss Expo, bon, tu vois, le truc, c'était énorme. Les gens, ils venaient du monde entier, etc. Je suis fatigué. Je me mets derrière la patinoire. Je suis fatigué. Je me mets dans un coin comme ça. Puis j'entends du bruit. Je regarde autour de moi. Je m'en souviens toute ma vie, cette image. Il y avait 3 kids. Ils devaient avoir entre 8 et 12 ans. Ils avaient leur sac plein de plastique et ils sortaient les surf sessions, les trip surf, les stickers, et ils étaient les porte-clés. Tu voyais, mais ils étaient tellement heureux, mais tu sentais. Et rien que ça te donnait envie d'aller plus loin. Cette image, elle était incroyable, cette image. Incroyable. Et c'est marrant parce que du coup, 92 bascule et du Gliss Expo à Anglette. Et 30 ans plus tard, toi, en fait, Jordan, tu bascules malgré toi dans l'événementiel aussi, d'abord avec un concept qui t'a un peu dépassé. Je te laisse le développer et après on finira sur le Woodstock qui rassemble finalement là aussi, qui est un peu la croisée de ce que tu racontes sur le Gliss Expo. Ouais, parce qu'il s'est présenté le padré. Moi, si je dois faire une courte présentation, elle sera bien plus courte, hein, du coup, mais il est grand temps que tu la fasses, c'est vrai, là, vu l'avancée de l'émission. Mais je peux me la faire. Donc moi, j'ai 26 ans. J'ai fait un bac plus 0, un bac STMG d'ailleurs. Et juste après ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à travailler, surf shop, puis je suis parti en trip. Ça commence comme ça. Et puis au fur et à mesure, je me rends compte quand même que j'ai toujours essayé, j'ai toujours envoyé des emails, envoyé des messages, et jusqu'au moment où je parle avec une marque qui s'appelle Salty Shoes, une marque australienne, et je bataille avec eux pendant des mois et des mois pour devenir leur représentant et essayer de vendre la marque en France. Donc là, j'ai 17 ans ou 18 ans, j'ai pas le permis. Je prends un pote à moi qui a le permis pour faire le tour de tous les magasins. On est monté haut, hein, je sais plus jusqu'à où on est allé, mais on avait notre liste de 50 magasins. J'avais mon portant, ma collection, mon catalogue, et j'ai essayé d'être représentant déjà à 17 ou 18 ans. Et donc il y a eu Salty Shoes. Après Salty Shoes, j'ai enchaîné les petits tafs à droite à gauche jusqu'à ce que je passe mon BPGEPS surf à Carcan pour être moniteur. Et pendant que je passais ce diplôme, moi j'avais en tête de réaliser un film de surf. J'en avais déjà réalisé 5-6, mais là je voulais faire un film de surf un petit peu plus recherché.
Et au travers de ce film-là, l'idée, c'était de faire une introduction où on faisait un downhill, une descente de skate à plusieurs. Donc, je voulais faire ça à la base, arriver à la grande plage. Et puis, vu que j'étais pas là, j'étais pas disponible, j'étais à Carcan tout le temps en train de passer cette formation. J'avais seulement mes dimanches de dispo. Et pendant 6 mois, tous les dimanches, il pleuvait. Et puis un jour, je vois que ce dimanche-là, il va faire beau. Ce sera le dimanche 30 mai. Et c'est là que je mets un post sur Instagram en disant « Salut, BTZ Downhill ». On copie la première page du journal Sud-Ouest. C'était pas bien et j'en ai payé les conséquences. Et de là, on fait un maxi buzz puisque les 200 personnes que j'attendais se transforment en 2500 personnes. Bon, après, c'est des chiffres, on verra. Mais vous avez peut-être sûrement vu les photos, les vidéos, trucs. Et là, on arrive rue de Madrid. Et quand j'avais appelé un photographe et une pharmacienne, pour les auditeurs, dans Biarritz, en pleine crise sanitaire, et pendant le Covid où tout le monde était masqué, où on pouvait pas être plus de 6 dans un appartement, là on était 2500 dans la rue, et c'était que des mecs en skate qui faisaient des allers-retours, des mecs en quad qui remontaient en wheeling. Enfin, c'était un immense bordel, mais un bordel relativement bien organisé puisque pas de blessés, pas de casse, pas de problème, tout le monde hyper respectueux. Moi, j'avais des copains on avait volé dans les chantiers voisins, des panneaux déviation, des panneaux, oui, excuse-moi, empruntés, des panneaux route barrée, des panneaux déviation. J'avais mes copains avec les gilets jaunes qui bloquaient la rue. J'avais j'avais des pharmaciennes qui étaient là au cas où parce que je pouvais pas avoir les pompiers, je pouvais pas avoir des secouristes vu que l'événement était pas déclaré. Enfin bref, ça a fait un sacré buzz. Et de ce buzz-là, je me dis BTZ Downhill, c'était un truc de fou. On va peut-être créer l'association. Et tu disais, t'en as payé les conséquences parce que c'était un gros bordel. J'en ai payé les conséquences. Il y a eu des poursuites judiciaires. Tu peux développer. Enfin, t'as le droit de développer ou... Ouais, bien sûr. C'est bon. J'ai payé. Donc maintenant j'ai le droit. Maintenant je suis un bon citoyen. Donc comment ça s'est passé en fait? T'as fait le truc, l'événement était dingue. En fait, pendant une semaine, personne savait trop qui c'était. Et il y avait un peu il y avait des rumeurs qui tournaient à Biarritz. Donc moi, bien évidemment, j'étais quand même le mec ce jour-là avec le mégaphone. Donc il y avait pas mal de monde qui savait que c'était moi, logiquement, mais il y en avait plein qui savaient pas. Il y avait beaucoup de monde. C'était dur de savoir. Mais qui c'est qui est derrière tout ça? Qui c'est qui a créé le post Instagram? Donc pendant une semaine, il y a tout ça qui se crée. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'événement, le matin, sous conseil de la Madré, qui est toujours dans l'ombre, mais qui a toujours des super idées, elle me dit, tu vas faire une grosse bêtise là. Les parents, ils étaient au Sénégal. Ils étaient au courant de la bêtise. Le padré, il était là en mode, ouais, c'est génial. La Madré était en mode, ouais, c'est pas bien. Mais bon, mais bon, elle me connaît. Elle me dit, je sais que tu vas le faire dans tous les cas. Donc, écoute, fais livrer un bouquet de fleurs à Madame le maire. Je fais livrer un bouquet de fleurs de l'équivalent de 100 € à Madame le maire avec écrit merci de la part de BTZ Downhill. Donc, Madame le maire reçoit un bouquet de fleurs le matin. Elle sait pas pourquoi. Elle sait pas qui c'est BTZ Downhill. Et le soir, on fait la bêtise. Et du coup, pendant une semaine, il y a ce flou qui se crée. Personne n'est trop au courant de qui a fait quoi. Puis moi, au fur et à mesure, je me rends compte quand même qu'on a fait un truc de fou. Et donc, je commence à accepter les interviews, notamment une interview du journal Sud-Ouest. Et j'accepte cette interview avec Sud-Ouest, qui se déroule plutôt bien. Moi, je me dis, mais super, je vais avoir ma gueule sur Sud-Ouest. Ça commence, peut-être que je suis en train de créer quelque chose. Et c'est le cas, je suis en train de créer quelque chose, mais je suis pas en train de créer que du buzz. Je suis aussi en train de régler mes problèmes parce que Sud-Ouest, j'ai utilisé leur logo, mais surtout, j'ai organisé un événement sans autorisation pendant une crise sanitaire. J'ai eu comme chef d'accusation exhibitionnisme, alcool sur la voie publique, mise en danger de la vie d'autrui, incitation au suicide. Enfin, je me suis fait bien pourrir parce que du coup, après avoir fait cette interview Sud-Ouest, mon nom, il est sorti, donc c'était Jordan Sévélec. Et là, un matin, je me réveille et j'ai 2 choses dans la boîte aux lettres. Un courrier de Madame le maire qui me remercie pour cette si gentille attention et cet événement qu'elle aura à cœur de renouveler. Je mets les guillemets, c'était ces mots écrits à sa main avec une belle signature. Mais derrière, je reçois aussi un appel des policiers qui me disent bonjour Monsieur Sévélec, vous habitez juste à côté, n'hésitez pas à venir nous rendre visite, sinon on va venir vous chercher. Vous devez savoir de quoi on veut parler. Donc je suis allé chez les policiers, j'ai passé 48 heures. Et genre garde à vue et tout. Ouais. Gardave, menottes, de Biarritz à Bayonne. J'ai fait Gardave à Biarritz, après je suis allé à Bayonne. Bref, je suis passé devant le... Bon, je sais plus. T'es passé en comparution immédiate? Ouais. Comparution immédiate. Il est passé par derrière. Là, on amène tous les gros terroristes. Parce que nous, avec sa mère, ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'ils sont venus frapper à la porte, la police. Ils sont venus chez nous à la maison. Ouais, je savais pas ça. Ouais. Ils arrivent à la maison, comme 3 policiers et une voiture. Quand on voit tout ce qui se passe en ce moment où ils voient rien, là, le lendemain, ils étaient déjà à la maison, le truc et tout. Et nous, on s'est dit, le fiston, on va quand même l'encourager un peu, quand même, le pauvre. Et là, il est passé par derrière, là où il y a le grand banditisme, il n'y a même pas le droit de passer. Donc bref, j'ai pris un sacré jus par la mairie, par les policiers, etc. Ce que j'accepte et ce que je comprends parce qu'on a quand même fait une belle bêtise, il faut assumer. Et donc j'ai payé mon amende.
J'ai fait mes 48 heures de garde à vue. Travaux d'intérêt généraux, ça t'a pris combien? Je sais plus, non, mais bon, mais ça s'est relativement bien passé jusqu'à ce qu'on tourne la page, puisque je fais des rendez-vous mairie maintenant depuis un moment. Juste après Betsy O'Neill, mon but c'était de parler avec cette mairie et d'essayer de comprendre, d'essayer de rappeler que le skateboard et le surf, c'est des disciplines qui sont nées au Pays Basque et aussi beaucoup vers chez nous à Biarritz. Donc il faut pas les tuer, ces disciplines, même si pendant le Covid, c'est peut-être pas le meilleur moment de les mettre en lumière, il faut quand même le faire. Et du coup, on a parlé, on a discuté, on a échangé. J'ai essayé de faire des événements, de faire vivre l'association Betsy O'Neill. On a fait plein de petits trucs jusqu'à ce que j'ai envie de faire un peu plus gros et de faire un festival. Et c'est comme ça que naît un petit peu le Woodscott. Après 1, 2, 3, 10, 20 demandes. Ça marchait pas. J'avais fait des événements, la mairie me disait oui, c'est génial. T'avais fait un petit festival de musique aussi, Bethesda O'Neill, non, au moment? Non, on avait fait le Chaos Show au skatepark de Biarritz. Ouais. On avait fait merde, comment ça s'appelait, le Downhill Circus. On a fait plein de petits trucs jusqu'à ce qu'on achète une mini rampe. J'ai acheté une rampe que je louais sur d'autres événements, etc. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai marre de tout ça parce que c'est très difficile de travailler avec la mairie. Je dis pas avec la mairie de Biarritz, mais en général, travailler avec les institutionnels, c'est compliqué parce que ça prend du temps. Il y a tout qui prend du temps. Et moi, quand j'ai 21 ou 22 ans à ce moment-là, déjà que je suis pas très patient, mais à ce moment-là, je l'étais encore moins. Donc, au bout d'un moment, quand on me dit oui, non, oui, non, oui, non, au bout d'un moment, j'abandonne. Je jette l'éponge. Et le padré, il n'était pas content que j'ai jeté l'éponge. À ce moment-là, il nous filait pas trop de coups de main avec l'assaut, il me laissait vraiment gérer tout seul. Et là, il se dit je vais peut-être le filer ce coup de main. Moi, j'avais déjà abandonné BTZ O'Neill, tout ça, et il vient me voir un jour avec un cadeau qu'il a appelé. Il m'a dit voilà, j'ai finalement eu une autorisation de la mairie pour le festival que tu demandes depuis 2 ans. Donc moi, pendant 2 ans, je demande un truc, on me dit non, mais c'est clair que c'est toujours plus crédible quand tu as Monsieur Alain Sévélec, ancien organisateur des salons Glisse Expo, Foxex et tout le CV qu'il vous a fait avant, plus 65 ans. Que Jordan, le branleur de 21 berges qui a organisé BTZ O'Neill sans autorisation. Donc, on a la mairie qui accepte notre dossier. Et aussi, la raison pour laquelle ils acceptent la mairie, c'est parce qu'avant, moi, j'arrivais en leur proposant une date, un lieu et le concept. Là, c'était complètement différent. Le padré, il a une bonne stratégie. Il leur a dit, voilà le concept, donnez-nous une date, donnez-nous un lieu. Et c'est là qu'ils reviennent vers nous avec fin juin à la Côte des Basques. Autant vous dire que la date et le lieu, ils nous séduisent. Et de là, moi, on sait toujours pas comment on l'appelle, ce festival. Le padré, il avait appelé ça le SAZ au début. Je suis là, ouf, ça fait pas rêver. Et du coup, le SAZ, c'était Surf Art Zik. Et là, j'appelle un pote et j'essaie de lui pitcher le projet. Et quand je pitch le projet à mon pote, je fais, moi, j'ai envie de faire que du live music. J'aimerais vraiment repartir un peu sur, tu vois, le Woodstock 69 à la Côte des Basques. Et là, je fais Woodstock, Côte des Basques. Boum, c'est bon, on a trouvé le nom. On va faire Woodstock des Basques. Et c'est comme ça qu'on crée un nom. Et une fois que le nom il est créé, que j'appelle Tortuga pour nous faire une super affiche et que je mets une équipe un peu en place à droite à gauche avec les gens avec qui j'avais travaillé, avec BTZ O'Neill, puis avec Kex Machine, ça c'est encore une autre casquette que j'ai. Là on allie nos forces et on se dit vas-y, let's go. Et on crée le Woodstock Festival. Tu disais t'as demandé juste un concept et du coup pas de date, pas de lieu. Toi, tu demandais quel lieu avant? Tu voulais le faire où? Moi j'ai tout demandé. J'ai demandé le phare, bonne question. Mais j'ai demandé le phare. Je voulais beaucoup faire au phare, mais surtout je voulais refaire la descente qu'on avait fait la descente originale à rue de Madrid. Juste en bas, il y a un vieux parking abandonné en gravier. Ouais, moi, c'était ça mon objectif de base. Le village en bas. Il y avait ça, il y avait le phare. J'ai demandé le port des pêcheurs. J'ai demandé la Milady. Vraiment, j'ai demandé tout Biarritz. La Côte des Basques, je voulais pas à la base faire à la Côte des Basques parce que il y a déjà beaucoup de festivals là-bas. Il y en a eu beaucoup et il y en a aujourd'hui encore, comme la Rats Cup, qui sont une grosse source d'inspiration. Le Queen Festival, Margot et les filles qui font un super job. L'idée, c'était pas de faire un copier-coller et d'arriver là-bas. En attendant, quand on nous a proposé ce lieu et cette date, on n'allait pas dire non plus, on n'est pas trop con. Donc on a réfléchi à essayer de faire quelque chose de différent. Bon, bien sûr que ça va se ressembler, hein. On est des festivals exactement au même endroit. Le livre, concrètement, la couverture, c'est la même. Par contre, l'histoire, elle est différente. Nous, on a essayé d'être différents sur la programmation musicale, à faire que du live music. C'est quelque chose qui me tenait vachement à cœur. Pas de DJ. Zéro DJ. Pas un DJ set. Que du live music. Donc, on a eu 18 groupes qui sont venus jouer, par exemple, l'année dernière, sur la 2e édition. C'était incroyable. Et surtout, c'est quelque chose que les gens ont plus l'habitude de voir. Aujourd'hui, le DJ set, il est tellement... les disques jockeys, j'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai plein de copains dont c'est le métier. Mais aujourd'hui, moi, j'en peux plus concrètement. Je peux plus me les voir. Tourner des boutons, là, je peux plus.
Donc voilà, Woodstock Festival commence à s'est créé et ça s'est créé avec l'asso Baie de Sept-Denis, avec des gens qui nous ont filé un coup de main incroyable, Flo, Robin, Lucille, Darta et plein d'autres. Je pourrais pas citer tout le monde, entre les 80 bénévoles, tous les gens qui nous ont filé un coup de main. Ça a été un projet incroyable, un gros projet à porter tout seul à 25 ans. Le padré, dans tout ce projet-là, on l'appelle quand même le facilitateur. Il nous a quand même accompagnés pendant 2 ans dans l'ombre aussi, comme la madré, qui est toujours là. Ils étaient là dans l'ombre, ils nous ont aidés pour la mairie, pour nous rassurer. Et puis ils ont aussi ils ont plus l'habitude de la gestion du stress que nous. Moi, à 25 berges, mais il y a plein de fois où j'ai explosé en plein vol. Un festival comme ça, à tenir tout seul, c'est hyper dur. Et donc j'avais de la chance de les avoir pour m'accompagner sur ça. C'était du bonheur. Et comment c'est de bosser ensemble alors sur un projet ? C'est top, c'est compliqué parce que pour la génération, en fait, les années 90, c'est pas les années 2025. Donc si à l'époque, à Gliss Expo, on pouvait faire Cannabis, ils pouvaient arriver et faire un stand en forme avec un stand, c'était un poulailler. Voilà. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais ça, t'as la défense des animaux qui vient vers toi, tu prends un procès au cul, t'es foutu. Mais il y avait eu un stand en pied de bœuf l'année suivante. Voilà, magnifique. Ça c'est fini. Ça c'est magnifique, j'adore. Mais non, ça on pourra pas le faire. Et par exemple, on pourra pas faire venir non plus des pornstars comme sur les after party Gliss Expo. Bon, j'étais pas né malheureusement, mais apparemment c'était quelque chose. Donc tout ça c'est fini. Donc il y a ce premier truc là où c'est compliqué, mais il y a aussi c'est con, hein, mais tout ça là, les smartphones, les nouvelles technologies, le Google Drive, ça a été compliqué au début, mais au final il a beaucoup appris. Il a appris super rapidement d'ailleurs. Mais voilà, ça c'était le premier truc un peu compliqué. Et le deuxième truc un peu compliqué, c'est le discours. Le discours d'il y a 30 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Et puis la façon de travailler. Moi, j'ai quand même ce truc-là. J'ai quand même ce vrai truc-là associatif où j'aime faire travailler du monde. J'aime qu'on soit beaucoup, qu'on se serre les coudes. Et le padré, c'est quand même the businessman et il a toujours envie d'aller plus haut, plus grand, plus loin et c'est incroyable et c'est ça qui nous a emmené là où on en est aujourd'hui. Mais c'est vrai que en fait on se complète super bien pour moi qui va apporter un peu de calme et qui va rajouter ce truc là un peu plus associatif, un peu plus créatif et le padré qui a la tête sur les épaules et qui a l'ambition d'aller plus loin et plus grand tous les ans. Et après sur un événement il y a une tension du début à la fin, il y a des imprévus, il y a de la fatigue, tout le monde est un peu à cran. Comment on gère ça est-ce qu'on arrive à faire à la part des choses entre la relation père-fils et puis là sur le festival, ou je sais pas d'ailleurs quelles étaient vos étiquettes précises. On sait, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que sur les 2 dernières éditions, il n'y a pas un moment où on s'est pris la tête. Les deux, on a chacun notre place, on a chacun nos missions. Le padré, c'est les institutionnels, c'est la mairie, ça va être la sécurité. Moi, c'est plus la partie créative, ça va être plus de gérer mes équipes et on se respecte vachement là-dessus, on se fait vachement confiance et même si on est là l'un et l'autre pour se dire bon attends, la sécurité, ça s'est bien passé la réunion, t'as besoin de moi, truc. En fait, on se fait vachement confiance et en partant de ce principe-là, on se laisse gérer et surtout le padré qui pourrait me dire de temps en temps écoute Mino, détends-toi, rappelle-toi que ton petit festival là, moi j'en faisais des 10 fois plus gros à l'époque, mais c'est pas du tout ce qu'il fait et il me laisse la parole et il me fait confiance alors que c'est pas facile tu vois de faire confiance à un branleur comme moi qui débute dans le milieu tu vois. Mm-hmm. Et toi, Alain, avec toute l'expérience que tu as dans l'événementiel des années 90, tu as fait le Foxess au début des années 2000. Je l'avais oublié, sinon. Tu avais lancé le salon des glisseurs avec Rémi Bertoche en 2011. Enfin bref, tu as fait un peu toutes les décennies. Comment tu vois l'évolution de l'événementiel aujourd'hui ? Alors là, malheureusement, je vais être très très pessimiste. Je pense que je sais pas si avec on peut voir ce qu'il y a sur la table. Imaginez-vous, ça c'était les années 90, les années 2025, tout ça vous l'enlevez et dans 5 ans, mais il restera plus que la petite tasse qui est là-bas avec beaucoup de policiers autour, beaucoup de monsieur sécurité. Il y aura peut-être 5 préfets et 17 sous-préfets pour être sûr que tout se passe bien. Quoi ? Donc voilà comment, malheureusement, aujourd'hui, il y a... Trop de contraintes.
Non, mais c'est juste une horreur. Trop de contraintes, moins d'argent. Ouais, Là, moins d'argent aussi, parce que c'est plus la Moins même d'argent, époque c'est ça, en le termes de pire. business. Je reviens sur les gens du coin qui ont fait les choses, dont vous connaissez les noms, des Robert Rabani, des Seb Farhan qui ont fait le Big Festival. J'ai plus que les noms de tout le monde. C'est qu'avant, si on a réussi à faire tout ça et qu'on essaie de le faire encore, c'est d'abord parce qu'on est des passionnés. C'est pas parce qu'on n'est pas des money makers. Parce que là, c'est ça. Faut pas faire de festival. C'est pas là qu'on va gagner de l'argent. On est des passionnés. On le fait et on essaie de passer outre. Mais par rapport faire un festival, c'est quoi à l'origine? Comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à Jordan, quand vous êtes arrivé ici, ce côté créatif. Moi, j'ai toujours eu ce côté créatif. Moi, à l'époque, quand j'avais l'idée de Guy Cespo, je fermais les yeux. Putain, la rampe ici, la descente, les surfeurs qui vont on va mettre les rampes j'ai même créé des terrains de beach volley, parce que je vais déjà au beach volley à l'époque. Le beach volley, c'est la Californie. Donc, l'idée, c'est de mettre en place, mais tout un village. Et ce village, c'est que de la créativité. C'est d'abord ça. Alors après, bien sûr, après, tu es obligé de mettre ton village. Il faut qu'il y ait des issues de passage pour les pompiers. C'est normal. Tu vas pas faire jouer des gens au beach volley sur un terrain où il y a des cailloux. Non, faut du sable. On n'est pas plus con que les autres. On le sait, c'est tout ça. Et aujourd'hui, malheureusement, quand j'ai organisé la foire de Bayonne, c'est pareil. Quand la foire de Bayonne, c'était, je crois, c'était 70 000 personnes qui passaient. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dernièrement au service sécurité de la ville de Biarritz. J'ai fait des manifestations, il y avait 70 000 personnes. Il n'y en a jamais un qui s'est blessé. Tant mieux pour moi, j'ai eu de la chance ou pas. Mais surtout, ce qu'il y avait aussi, c'est que je suis pas trop con, quoi. Je veux dire, on va éviter de faire rentrer des gens comme ça et la sortie comme ça. On n'est pas plus con que les autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a quand même 17 personnes qui vont venir te dire « Ah, mais non, là, ici, ça va pas, là, ça va pas, faut faire ci, faut prendre des gardiens. » Et surtout, le pire, c'est que pour avoir une autorisation, pour pouvoir avoir droit d'eux, et vous pouvez même pas vous imaginer, c'est juste l'arche qu'on a mise là, comment on dit là, les marches de la Côte des Basques, dans les marches de la Grande Plage qu'on a mise. Que vous avez reconstitué. Pour le contest de skate. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 600 palettes en dessous. 600 palettes Europe qui sont soudées les unes aux autres. Alors, si tu comptes qu'une palette, ça pèse quand même 4-5 kilos, 600 multiplié par 5 kilos, on commence à passer quelques tonnes. On avait peur, les gens avaient peur, que s'il y a un coup de vent, qu'elle s'envole et qu'elle finisse derrière. Et là, donc, faut prouver, faut encore mettre des choses. Tant mieux, c'est le métier de tout le monde, donc on est obligé de le respecter. Mais comme on doit respecter tout ça aujourd'hui, ce sont encore des contraintes qui prennent du temps, ce sont des contraintes aussi qui coûtent de l'argent, et tout ça, avant, on le faisait plus facilement. Donc, je pense que l'avenir de l'événementiel, je pense que ça va être très compliqué. En fait, il a hyper bien résumé. Je reprends vite fait sur cette question. Quand il parlait de créativité au début, moi, la raison pour laquelle je faisais de l'événementiel, c'était justement pour cette partie-là, pour cette partie créa. Quand on parle de reconstruire les marches de la Grande Plage à la Côte des Basques, mais là, ça me fait rêver, je suis content. Je me dis, on n'a pas le droit de skater à la Grande Plage. Qu'est-ce qu'on va faire? Les marches, on va reconstruire exactement les mêmes et on va avoir le droit de les skater pendant le festival à la Côte des Basques. L'idée, elle était bonne et on parle de cette idée, mais il y en a eu plein d'autres. Mais tout ça pour dire que, à la base, si on fait ça, c'est pour être créatif. Mais sauf que maintenant, pour être créatif, faut être une machine de l'administratif. Ça veut dire que peu importe quelle idée que t'as, ça va être des dossiers de 50 pages, ça va être des coups de téléphone, des rendez-vous mairie, des trucs. Et du coup, il y a tout le monde qui en a marre. Et quand tu fais un festival parce que ça te plaît, parce que t'aimes ça et parce que t'es passionné, maintenant, tu vas faire un festival parce que, maintenant, c'est vraiment un métier et c'est pas rentable. Je suis aussi pessimiste que le padre. Excuse-moi, juste un petit truc par rapport c'est sur pareil, la loi des 20-80. Quand je faisais Guy Cespo, 80% de créativité, on est sur le terrain, on est avec les potes, on monte les trucs, et 20% derrière le truc, les autorisations de faire visiter, etc. Là, maintenant, c'est inversé. C'est complètement inversé. C'est dur. Le principe de précaution qui prend le dessus sur. C'est ça. Ouais. Voilà, principe de précaution. Voilà. Toujours. Et pourquoi ça? Non, vous n'avez pas le droit. Non, mais là, il faut une autorisation. Non, mais là, t'as pas le droit. Il faut faire. Non, voilà. Il y a un truc que vous disiez juste avant qui était hyper intéressant. Tu disais, toi, Jordan, on te connaît, t'es vachement entouré, t'as ton crew des Keks, t'es lié à d'autres crews. Le Woodscott, c'est aussi une aventure de potes. Je parle même pas des bénévoles, mais vraiment du crew, en fait, des gens qui le constituent. Et toi, on a l'impression que tu faisais les choses de manière un peu plus, je vais pas dire solitaire, mais en tout cas... Mercenaire. Ouais, et mercenaire. Et couteau entre les dents. Non, mais moins entouré. Est-ce que c'est le fait que t'avais moins besoin de monde ou c'était ta personnalité qui faisait que? Alors, bonne question. La question est super bonne. Alors, par rapport à ça, il y a deux facteurs. Le premier, j'avais aussi une équipe,
Mais comme j'avais quand même Gliss Expo, je crois qu'on était une vingtaine de salariés quand même, parce qu'il y avait le Gliss Expo hiver, le Gliss Expo été. On avait créé une société de holding, on louait du matos de skate qu'on réutilisait et tout. Et puis il y avait la foire de Bayonne. Tu parles de l'époque où vous étiez méga rentable et que c'était la grosse machine, voilà, mais au début. Voilà. Mais au début, effectivement, t'as bien dit le mot. C'est vrai que j'ai toujours fonctionné en mode mercenaire. Parce qu'effectivement, quand je suis sur un Gliss Expo, quand je suis sur scène, je suis quelqu'un d'autre. Parce que tu es sur scène et tu es obligé d'être cool avec tout le monde, d'accepter la bouteille, la verre de Corona. Bah, tu es sur scène, voilà, tu fais ton job. Mais à côté de ça, moi, je suis un solitaire. Moi, je suis un ours. À côté de ça, je suis tout l'inverse de Jordan. Jordan, tu vas chez lui à n'importe quelle heure. Il y a toujours 10 personnes qui sont là. Moi, c'est plutôt être tout seul dans mon bureau, à bouquiner, à lire, à dessiner. Mais moi, je suis un solitaire, ouais. Ok, c'est intéressant, ouais. Le padre, il a 2 amis. Ouais, j'en ai 2. Il a 2 copains. Et encore, c'est quand la dernière fois que tu as vu Karim? Voilà. Okay. Vous avez la réponse. Ah ouais, il est beaucoup plus solitaire. Et toi, justement, ça fait partie de ta façon de bosser, d'être en collaboration avec tout ce petit monde? Ouais, et j'y prends beaucoup de plaisir, même si c'est très très difficile des fois, hein, parce que j'adore travailler avec mes copains, mais c'est difficile d'être toujours en position de leader et de toujours faire pour les autres et de pas forcément recevoir, mais c'est pas ce que j'attends, parce que je donne sans attendre de recevoir. Mais c'est vrai que des fois quand même ça peut être pesant, et quand tu dépenses beaucoup d'énergie pour les autres, c'est pesant. Donc des fois j'en fais peut-être un peu trop, mais je suis content de le faire, parce que oui, que ce soit avec Kex Machine et avec Woodscott, ou avec Billabong aujourd'hui, ou avec autres, bah, je fais croquer les copains. BTZ Dunhill, là pour le festival, pareil, il y a tout le monde qui a croqué. Et dès que je peux, pour n'importe quel projet que je vais entreprendre, je vais essayer de faire croquer les copains, parce que c'est la Madré qui dit souvent ça, le gâteau, il est toujours meilleur à plusieurs. Donc ouais, moi, par rapport à ça, je suis complètement différent du padré, et c'est aussi ça qui donne cet ADN un peu à tous les projets qu'on a, que ce soit Woodscott, en voyant que des gens sympas, cool, derrière le bar. Ben, c'est des petits détails qui font que, en fait, ça rend le projet plus sincère. Et c'est hyper important. Avec Kex Machine, c'est pareil. On voit quand même qu'on est tous soudés, qu'on est une bande de copains. Et ce serait pas pareil si j'avais recruté juste des mecs comme ça, lambda, à droite à gauche. Ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est qu'on est un groupe de potes et qu'on est souvent ensemble, et qu'il y a cet effet de groupe, quoi. Est-ce que tu peux présenter Kex Machine pour les gens qui n'ont peut-être pas écouté l'épisode qu'on avait fait avec vous tous il y a quelques mois? Ouais. Kex Machine, rapidement, c'est un collectif de surf indépendant, surf, skate, art. Un collectif, ça veut dire quoi? C'est qu'on est une bande de copains, et un jour on a décidé de mettre un nom sur ce qu'on faisait. Donc ce qu'on fait naturellement, c'est du surf, et ce qu'on aime faire au travers de ça, c'est de faire des films de surf. Et donc c'est une bande de copains, Kex Machine, c'est un collectif, c'est un crew. On fait du surf, on fait du skate, on fait de la peinture, et on fait des films de surf. C'est notre petit passe-temps favori. Et tu le disais, tu es un des leaders des Kex Machine, et tu as aussi un rôle dans Billabong. Et Billabong est sponsor des Kex Machine. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est fait, quelle est l'histoire, et vous avez pas mal de projets en commun, on y viendra après. Carrément. On parlait de Woodscott, c'est parfait pour la transition. Donc moi, nous, avec le padré, il faut savoir que pour Woodscott, pour chercher du partenaire, les deux, on est des affreux. C'est-à-dire qu'on envoie 270 mails par jour, et dans tous ces mails qu'on envoie, j'avais une adresse mail de Valentin Bourgeon. Et un jour, ce Valentin Bourgeon, il m'appelle et il me dit: ouais, t'es chaud, on va boire un verre, on va discuter. Je me dis: putain, génial, c'est bon, je vais trouver un partenaire pour Woodscott, je vais le faire signer. Donc j'arrive. On précise qui travaille au marketing pour Billabong Europe. Valentin Bourgeon qui travaille, qui est global marketing de Billabong Europe, qui a avant bossé pour Roxy, puis avant Nixon. Donc on avait déjà eu l'occasion d'échanger tous les deux, mais sur d'autres sujets comme justement le festival. Donc j'arrive la fleur au fusil au rendez-vous avec ton dossier du festival. Avec mon dossier de 20 pages du festival, en mode: bon alors mec, cette année non, il me dit direct: range-moi ça, le festival, j'ai pas envie d'en parler, c'est pour quelque chose de complètement différent. Et là, je sais pas à quoi m'attendre, et puis du coup, d'un coup, je suis déstabilisé. Moi, j'avais préparé mon discours, j'étais prêt à avoiner là. Et au final, non, il me dit, là, il commence à me parler de core marketing. Et je me dis: bon, le mot corps, il veut tout et rien dire. Ça peut être un long débat, mais concrètement, corps, on va parler des années 90, 2000. On va parler, le corps, pour moi, c'est quelque chose de vrai. Donc là, il me parle de core marketing. Et il me dit: bon, écoute, moi, j'adore ce que vous faites avec Kex Machine. Il a adoré le dernier film qu'on avait sorti l'année dernière qui s'appelait Bratir. Titige, il a fait, que Titige a réalisé, Théo Preuil.
Et là, on parle. Et il me dit, bon, ben voilà, moi, j'aurais besoin de quelqu'un pour gérer toute cette partie du core marketing de chez Billabong. Et on réfléchit jusqu'à ce qu'on se tape dans la main, qu'on signe un contrat et qu'on se dise, bon, ben voilà, on va séparer le marketing de Billabong en deux. Et Valentin va garder le global marketing avec les athlètes, on va dire, la partie plus olympique, plus académique que la nôtre. Et moi, je vais m'occuper de la partie un peu plus rock'n'roll, un peu plus trash. Et l'idée, c'est de redorer le blason de Billabong Europe sur les années 90, 2000, punk, rock, core, sincère, appelez ça comme vous voulez, mais l'idée, c'est de faire les choses différemment. Et au travers de tout ça, donc, je gère le core marketing de Billa. On a appelé ça l'Anti-Surf Project, l'ASP, comme l'ASP à l'époque. Donc, l'Anti-Surf Project, on va faire des films, on va sponsoriser des riders, mais on va aussi sponsoriser des collectifs. Donc, on a sponsorisé Kex Machine, mais on sponsorise Not The End au Portugal, Eyes on Femme au Brésil. On a 6 riders, Diego, Thibaut, Mathis, Sasa, Pedro et moi-même quand je suis pas en train d'envoyer des emails. Et donc voilà, et on a fait plein de choses, on a dessiné des nouvelles collections, on va s'occuper de gérer toute la communication relative en fait à cette partie corps et du coup aux collections qui vont être progressives, alternatives, les collections un peu différentes. C'est nous qui allons nous occuper de tout ça. Tout ce concept un peu core marketing crew, ça a été vachement intégré dans la communication de Billabong ces derniers mois. Vous étiez vous étiez pendant le Quicksilver Festival, vous étiez de toutes les animations pour Billabong, vous étiez au signing, vous faisiez de l'art sur les vitrines et en plus de ça, il y a eu une collection en fait, plus ou moins dirigée par votre crew. Ouais, en fait, ouais, on fait vraiment plein de choses. L'idée de base, c'est ça, c'est redorer le blason corps de Billabong en Europe. Et au travers de ça, ouais, on fait plein de choses. Et du coup, c'est vrai que j'avais oublié tout ça, mais c'est vrai qu'on a peint la vitrine du shop Billa. On a fait un live painting avec Issam, c'était incroyable, avec Today is Tomorrow. C'était top. Enfin, on revient sur des choses simples, classiques, mais visuelles et qui matchent avec cet ADN. Core, rock'n'roll, punk, 90s, 2000. Il y a plein de mots pour définir tout ça. Quand vous nous avez reçus sur le Woodstock et qu'on a eu cette émission avec vous et les autres crews que tu as mentionné, tu as dit une phrase très intéressante où on parle du coup de l'ASP, des surfeurs de l'époque, et rapport aussi à la façon dont vous voyez aujourd'hui la performance et la compète. Et tu dis en fait, les surfeurs du World Tour de l'époque, donc dans les années 2000, c'était tous nos héros, et c'est toujours nos héros aujourd'hui. Donc c'est les Andy, c'est les Hopgood, c'est les Fanning, je sais pas jusqu'où ça va de ton côté. Alors qu'aujourd'hui, en fait, aucun des surfeurs actuels ne représente quelque chose pour nous, ou nous inspire ou quoi. Et ça, c'est un peu une partie ici du constat. C'est la réalité. Ouais. C'est la réalité. C'est vrai, j'avais oublié cette punchline, mais elle était sincère et c'était la vérité. Et en fait, nous aujourd'hui, on prétend pas être les meilleurs surfeurs européens. Et d'ailleurs, on en est loin et on le sait. Par contre, nous, ce qu'on est, c'est une bande de copains. Et aussi, ce qu'on est, c'est qu'on est créatif et qu'on fait les choses un peu différemment. Donc aujourd'hui, quand tout le monde a mis la musique de la dernière trend de TikTok sur son reel Instagram, qu'on l'a vu faire 3 assouplissements sur le sable et boire son smoothie, bah nous ça nous fatigue un petit peu cette histoire parce que la vérité c'est pas ça. Même s'il y en a qui font ça, il y a pas de souci, je le respecte, chacun sa routine. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi une autre routine. Donc nous la nôtre, elle est peut-être un petit peu moins healthy, mais nous aussi on a notre routine et l'idée c'est de pas s'en cacher. Donc c'est pas forcément de revendiquer et de montrer que c'est super de boire des bières et de fumer des mèches, mais en attendant, c'est de pas s'en cacher. Et tu disais ton petit péché mignon, c'est de créer des films. On voit avec Kex Machine et notamment grâce au support de Billa, vous pouvez créer pas mal de movies. Comment vous répartissez entre vous les forces? Par exemple, là, on voit que Diego et Thibaut Manson sont en Irlande à Mullaghmore en train de se jeter dans des mâchoires vénères. Toi, t'es parti plus aux Canaries ou t'étais sur l'événement de William Aliotti pour représenter et tout ça. Comment vous répartissez les rôles et les forces de chacun? On a chacun nos rôles bien définis, hein. Moi concrètement, je suis le manager, je suis un peu la tête pensante, donc j'essaie de motiver les gars et j'essaie justement de chacun leur donner leur mission. Mais pour résumer le truc, on a nos riders
Donc Diego et Thibaut qui sont allés à Mulagmore par exemple pour charger. Mais c'est toi qui leur as dit genre il y a un swell aller au charbon les gars. Non, moi j'étais là pour leur dire putain, c'est clair, si vous y allez, ce serait pas trop con, mais c'est eux qui ont checké les swells et c'est eux qui ont la dalle. C'est que là avec grâce à Billabong et grâce aux moyens qu'ils nous donnent, matériels ou financiers et ou humains, et ben on a envie de pousser le truc et on se sent légitime de continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Donc on le fait encore plus qu'avant. Et là, Diego et Thibaut, ils sont plus que méga motivés, à même titre que Mathis, que Pedro et que Sasa, que les autres. Mais ils sont méga motivés. Et donc ça, c'est les surfeurs. Mais un crew avec des surfeurs motivés, c'est génial. Mais on a besoin de quelqu'un d'autre de motivé, c'est les caméramans. Et là, on en a deux qui sont géniaux. C'est Brat, Baptiste Derrien et Titige Théo Preuil qui sont là à l'année avec nous pour nous filmer. Et là, faut quand même mettre un spécial big up à Titige parce que moi, c'est mes enfants, les 6 là. Diego et Thibaut, ils n'ont pas le permis. Donc c'est Titige qui s'est mis 9 heures de bagnole du Portugal. Il a dormi à Biarritz une nuit. Le lendemain matin, il faisait 9 heures de bagnole en plus pour driver jusqu'à Cherbourg. Les deux qui n'ont pas le permis qui étaient en train de dormir dans la bagnole. Après 13 heures de ferry, 5 heures de bagnole. Et après, le Titige, fallait qu'il aille en aqua, à Mulagmore, avec de l'eau à 12 degrés. Donc, spécial big up quand même. Plus que les surfeurs, on a aussi, on a énormément besoin de cadreurs et de monteurs, de vidéastes et de photographes. Et sans eux, on n'est rien du tout. Parce que s'il y a personne pour immortaliser ces moments-là, ça sert à rien. Et du coup, ça veut dire qu'il va y avoir un autre movie qui va sortir avec toutes ces images. Parce que là, on a vu des bribes, mais on a bien envie de voir la suite. Là, on a sorti en septembre dernier, pendant le Quicksilver Festival, Big Clips. Donc, c'est notre film, comme son nom l'indique, avec les clips secondaires. Ça veut dire que nos meilleurs clips depuis le début de l'année, on les garde dans un disque dur bien au chaud pour sortir en février le film annuel de l'Anti-Surf Project, donc supporté par Billabong. Et là, il y aura les meilleurs clips des gars en Irlande, en Indo, au Pays Basque, au Portugal. Et là, c'est vraiment les meilleurs clips de tout le monde. On a des idées farfelues dans le film avec un peu de scénario. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. On va faire une belle tournée européenne. On va essayer de partir un petit peu. On va essayer aussi de s'exporter et de pas aller que sur la côte. C'est une dimension que j'aimerais bien donner à Billabong pour les prochaines années. C'est aussi montrer que l'Anti-Surf Project, nous, on fait pas que du surf. Je me tue à le dire depuis le début, mais on fait aussi du skate. On fait aussi de la peinture. On est créatif. Sasa, il a son groupe de punk qui s'appelle Candler Band, qui fait de la musique. Et du coup, c'est intéressant pour nous de se dire que on va sortir un petit peu de la plage et du surf et on va se dire que Billabong, ça peut aussi être une marque qui peut être portée par un mec à Dublin, à Londres ou à Berlin. Et ça, c'est l'objectif pour l'année prochaine et c'est l'objectif pour cette tournée qu'on va faire en février. C'est peut-être d'aller faire des avant-premières un petit peu partout en Europe. Et pas que à Ericeira, à Sopelana et à Biarritz. Et quand on regarde Billabong et les crews, comme tu disais, ils supportent pas mal de crews. Et ils ont récemment supporté un autre crew qui est un peu vos concurrents landais, qui sont les Crabbing. Vous envisagez de faire des choses en collab. On voit quelques batailles de stickers sur certains événements. On voit qu'il y a une rivalité positive. Ouais, voilà, parce que tu l'as très bien résumé. Il y a une rivalité positive. Et nous, on en rigole, que ce soit de notre côté ou du leur. On se chamaillera tout le temps entre basque et landais de toute façon, mais pour rigoler, moi j'ai plein de potes landais avec qui à chaque fois qu'on se voit, on se fera chier parce qu'il n'y a pas de réseau dans les Landes et parce que nous on n'a pas de tube à la grande plage. Mais ça, ce sera pendant des années. Donc Crabbing, Kex Machine, on se fait une petite guéguerre, mais c'est une guéguerre mignonne puisqu'on s'entend tous super bien et que on est tous copains en fond. À préciser, les Crabbing, c'est donc fondé par Sam Peter, Kylian Guérin et leurs potes au niveau de Hossegor. Et Gary Simono qui est notre Titige à nous, c'est leur Gary à eux. Et non, ils sont top. C'est ce qu'ils font, c'est génial. Moi de toute façon, qu'il y ait des gens qui fassent des choses dans le milieu, c'est génial. Par contre, en termes d'ADN, c'est pas du tout là où nous on a envie d'aller. Mais en tout cas, respect parce que ils font quelque chose. Maintenant, si on va faire quelque chose tous ensemble, pour pas vous mentir, moi j'avais pour ambition de créer un petit truc, mais ils se sont échappés, ces cons de Crabbing. Pourtant j'avais une idée bien farfelue, mais ils ont pas eu les couilles de s'y filer. Donc je reviendrai avec une autre proposition et peut-être qu'ils seront ok. En tout cas, heureusement qu'on fait pas une compétition de surf, parce que sinon on prendrait une bonne branlée nous les Kex, parce que Kélian et Sam, je pense que ça va être compliqué de les détrôner, quoi. C'est pas moi avec mes pizzas backside que je risque de faire le score, quoi.
Alain, tout ce qu'il raconte là, tout ce qu'il raconte Jordan, tout ce qui lui arrive et toutes les responsabilités qu'il a, c'est inspirant aussi, j'imagine pour toi. Ah ben c'est sûr que là tout ce qui lui arrive là depuis 2-3 ans, c'est carrément génial. Après, je tiens à le dire parce que y en a, je sais, qui voient pas les choses comme ça, mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que des pièces, il en a quand même collé quelques-unes. Que ça, c'est pas tombé du jour au lendemain en se réveillant, que tout arrive. Ça, comme il le disait si bien, des meetings, des organisations de ceci, des idées, il en a toujours eu. Je sais qu'il a peut-être oublié, mais il a 15 ou 16 ans. J'ai encore une plaquette qu'il avait dénichée, je sais pas où il voulait faire des bonnets et des écharpes en chanvre. Il avait récupéré le dossier, il me dit papa, un jour je ferai ça. Il avait 14-15 ans. Ouais. Donc il a toujours été là-dedans. Après, je rebondis, parce que tu me poses cette question, sur ce dont vous parliez tout à l'heure, sur notre relation sur le Wooscott. C'est vrai qu'il y a une différence d'âge, il y a une différence de mentalité, il y a aussi des différences. On a le même ADN, mais il y a des différences. Comme disait Jordan, il est un peu comme sa mère par rapport à ça. Lui, c'est commandant gentil. C'est-à-dire que c'est « Mais non, venez, combien ? Mais non, allez, venez, c'est cool, c'est génial !» Moi, je suis plus, comme il disait Jordan, un peu plus... moi, je suis un peu capitaine méchant. Moi, de temps en temps, je suis obligé de ramener ma gueule et dire « Non, celui-là, c'est fini. Celui-là, il rentre pas. Non, celui-là, il n'a pas le droit. Non, là, on peut pas. C'est comme ça. » Parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut de la rigueur. Mmh. Mais c'est vrai que ce qu'il a apporté aussi, c'est le yin et le yang. Et c'est bien qu'il y ait les deux. Et c'est vrai que c'est en ça où des fois, il pouvait avoir des différences de points de vue. Mais c'est vrai que sur toutes les manifestations, on était contents, on se croise, on se tape dans la main. Et chacun avait vraiment son taf et ses responsabilités. Et plus que ça, c'est qu'on n'a pas le temps de perdre 10 minutes à discuter. Quand le festival il est lancé, on ne se rend pas compte, mais pendant 3 jours, tu as 150 personnes qui sont tous à fond. Là, on n'a plus le temps. Là, on se croise, putain, il y a ça, non, mais voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que le Wooscott, très, très vite, entre la sagesse, mais aussi avec beaucoup, beaucoup de rigueur, et ce côté un peu l'achat et la jeunesse, le réseau, la force de la communication, la force créative qu'il avait, il a réussi. On me dit, moi, j'étais le gourou à l'époque, mais lui, il y a plein de copains qui m'ont dit, bah, t'as le petit gourou, parce qu'il a aussi cette force et cette énergie de dire, quand il dit aux gens, c'était un peu ce que je faisais à l'époque, c'est pour ça que ce surnom, je l'ai eu très vite, quand je disais, ben, on va tous partir maintenant, et on va là-bas, on a 10 minutes, ben, les gens, ben, ils y croient. Ils te disent, ouais, on y va. Alors, je sais pas comment on appelle ça, c'est cette petite magie, ben, je crois qu'il l'a aussi, et les gens nous font confiance, et ils ont envie de nous suivre, parce qu'on a peut-être les mots qu'il faut à ce moment-là, l'énergie qu'on arrive à transcender autour de nous, et ça arrive à créer ben, cette magie, ce qui s'est passé, quoi. Je reviens sur ce dont tu parlais juste avant, qui est de ramener un peu plus de corps, de punk rock dans le surf. Toi, c'est vrai que quand tu as lancé Gliss Expo, le punk rock, il était là, il était omniprésent, c'était hyper core, et c'est ce qui a fait aussi le succès du surf à ce moment-là. Quel regard tu portes sur cet effort à ramener du punk rock dans le surfing? Alors moi, par rapport à ça, c'est clair que quand par exemple on a vu TF1, le skate va arriver aux Jeux Olympiques, il y en a qui ont dit youpi, génial, super, etc. Moi, je trouvais ça triste. Pour moi, on a mis un coup de fusil dans une culture qui était tellement belle, tellement forte, ce côté libre, etc. Moi, ça m'a dépité. Au même titre que quand j'ai vu les premières compétitions de surf, et j'ai vu les dernières. J'ai commencé au début, on arrivait tous, on était là, il n'y avait pas le côté VIP, il n'y avait pas le badge Platinum, il n'y avait pas la coupe de champagne pour ceux qui sont du Nord, mais pas pour ceux qui sont du Sud. Et tout d'un coup, très très vite, j'ai vu ce milieu-là, on s'est cru dans la Formule 1, quoi. Ça n'avait plus rien à voir. Alors qu'à l'origine, les photographes, ils n'avaient pas besoin d'accréditation. Le mec qui venait filmer, il avait besoin de rien. Et tout ça, je trouve que ça a beaucoup tué les choses. Et je trouve que c'est très bien. Je suis content que c'est le fiston qui essaie de porter l'étendard par rapport à ça, grâce à Val qui a cette vision-là. C'est qu'à un moment donné, le surf et le skate, c'est pas le football, c'est pas la Formule 1, c'est pas le cricket, c'est autre chose. Et si on laisse pas cette part de liberté à ces deux manifestations, à ces deux grandes cultures, elles vont aller contre un mur. Le
le skate va devenir du patinage artistique. D'ailleurs, le surf va devenir du patinage artistique bientôt. Parce qu'il y aura des piscines à vagues. On va dire, bon, maintenant, on va appuyer sur un bouton. La vague, elle va faire 1,50 m. Et là-dessus, sur les 100 mètres, il faudra faire 2 rollers, 3 re-entry et 2 tubes. Moi, je trouve ça... Moi, vraiment, ça me dégoûte. Mais bon, c'est comme ça, a priori. On peut rien y faire, hein. Ah non, c'est. Je crois que l'expression, c'est le fruit est pas tombé trop loin de l'arbre. Et ben voilà. Comme dirait l'autre, c'est la règle des 5 C. La règle des 5 C. C'est chiant, mais c'est comme ça. Quelle qualité tu dirais que tu as hérité de ton père, toi, Jordan? J'ai cette force-là à pouvoir réunir du monde. Et peut-être cette façon de parler, d'être à l'aise en public et devant un micro. Je pense que ça c'est la qualité principale que j'ai pris du paternel. Ouais. Et ok, tu vas peut-être arriver à la question d'après. Du coup, quel défaut tu penses avoir pris de ton père? Le défaut du padré. Moi j'en ai pas donc. Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué. Non, le défaut je pense que c'est une qualité mais qui peut être pénible à long terme, c'est que je suis très cartésien comme le padré, et du coup en fait peu importe, tu vas me poser une question simple mais moi je vais toujours devoir aller voir toutes les possibilités, me dire plan A, plan B, plan C, et ça c'est top dans l'entrepreneuriat, mais par contre dans la vie de tous les jours des fois c'est un peu pénible. Quand on parle de choisir un paquet de pâtes, ça peut être très compliqué pour moi. Vos plus grandes différences, vous diriez, entre à l'un et à l'autre dans le travail et même dans la vie de tous les jours, ce serait quoi? C'est le côté social, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on en revient à ça, ouais. Il a pas d'amis et que moi j'ai beaucoup de copains. Ça c'est le premier truc, et c'est monsieur gentil, monsieur méchant. Après bon, s'il faut tirer les oreilles, je sais le faire, mais il est meilleur que moi là-dessus. Ce que j'ai pas récupéré de lui par contre, c'est la paire d'épaules. Ça c'est c'est un truc qui me manque, c'est les heures à la muscu, ça j'ai peut-être pas fait assez de natation. J'ai pas fait, ouais. Il a pas fait beaucoup. Il me manque quelques centimètres et quelques kilogrammes, je crois. On voit que tu as hérité de pas mal de qualités entrepreneuriales. Du coup, Jordan, toi, quels sont les projets pour l'avenir? Bien sûr, il y a Bila, il y a les Cakes, mais je me doute que ça s'arrête pas là. Tu as plein d'autres trucs en tête. Ouais, c'est ça. J'ai un peu 1000 casquettes. Donc, on a parlé de Billabong, on a parlé de Woodstock Festival, on a parlé de l'association BTZ Dunhill, de l'association Cakes Machine. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas fini. Parce que l'été, entre mai et septembre, je m'occupe du marketing de Budweiser et Corona dans le sud-ouest. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci. Et c'est vrai. Je fais aussi beaucoup de peinture et j'ai envie de m'y remettre à fond là pour l'année 2026. Je vais avoir un petit atelier là dans Biarritz chez moi. Je vais me construire un petit atelier pour être vraiment focus sur la peinture et sur toute la créa en général pour l'année prochaine. Donc du coup, avec une expo en vue? Avec une expo en vue, ce serait bien si j'ai assez le temps en 2026 et que je suis assez productif, j'aimerais bien faire une belle expo. Ouais. Il y a plein de ponts en fait à construire entre les différents univers, entre les différents projets. Il y a tout qui est lié, quoi. Depuis le début en fait, que ce soit Bila, Bud, Corona, Woodstock, Cakes, BTZ Dunhill, il y a tout qui arrive à se connecter, parce que y a naturellement en fait. C'est un peu sur des valeurs communes. Ouais. Donc il y a tout qui se rejoint, et donc Bud, Corona, la peinture, j'ai des petites missions freelance à droite à gauche. Par exemple, j'étais avec Wasted Talent pour le Twin Fin Invitational il y a 2 semaines, où je les aidais pour faire un peu de prod, pour driver les surfeurs, les motiver, faire de la handicam, faire quelques graphic design, etc. Donc ouais, j'ai plusieurs cordes à mon arc, et voilà. Et je sais pas encore comment je vais m'armer pour l'année prochaine, mais on va être bien focus sur le projet Billabong que j'ai envie de faire grossir, et sur la peinture. Tu trouves le temps de faire tout ça? Il va falloir peut-être enlever une corde à mon arc pour l'année prochaine. C'est plus un arc là, c'est une harpe. Ouais. Mais j'arrive à trouver du temps. J'arrive à trouver du temps pour faire tout ça, mais du coup je m'enlève du temps pour être créatif et pour aller surfer. Donc là il faut que j'arrive à trouver le juste milieu pour l'année prochaine, entre le travail, la passion, mais je vais y arriver. Je vais pas me plaindre d'avoir du travail, vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et il y a quelqu'un dont on parle depuis tout à l'heure, mais indirectement, et que t'appelles la mama, évidemment, et qui est même présente dans le texte, et tu lui rends hommage à la fin du texte, justement. On parle pas assez de la mama. On parle pas assez de la mama, et on parle pas assez de la sista aussi. Donc gros big up à Morgane et à GG. Maman, Morgane, vous êtes les boss.
Elles sont là depuis le début, elles nous supportent et elles nous supportent dans tous les sens du terme. Donc elles nous soutiennent, mais elles nous supportent aussi. Et voilà. Et sans elles, on serait pas grand chose. La Mama, elle est là à la caisse, elle est là pour faire Madame Pipi au festival. Elle est là dans l'ombre, elle fait que les métiers et les tâches de merde. Mais elle est là et on la mentionne pas assez. Donc gros big up à Géraldine Lalanne du Monteau de Lussagnette, aka La Madré. Et Morgane Sévélec aussi. Et complètement différent. En fait, les filles, elles ont pas du tout pris le même chemin que nous. Moi, ma sœur, elle est à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. On n'aime pas les mêmes choses. On a tout qui change, quoi. Entre l'équitation et le surf, il y a un gros fossé déjà. Entre le Botswana et le Chili aussi. Et voilà. Est-ce qu'Elvie travaille au Botswana? Ouais, ma sœur, elle est après avoir été comportementaliste canin et félin, avoir travaillé entre H&M et la Fnac, aujourd'hui elle est ranger dans les réserves en Afrique. Donc elle est capable de ramener 8 personnes, elle peut gérer 8 personnes en plein milieu d'une réserve avec des lions et des rhinocéros. C'est quand même solide. Et à côté de ça, elle est hyper créative aussi, elle fait des bijoux. Bisous. Voilà, il est bien, et corporate le padré. Donc voilà, gros big up à la Sista et à la Madré qui nous encourage, qui nous inspire et qui nous supporte. Trop cool. Eh ben, tout ça nous amène gentiment vers la fin de l'émission. Et la fin de l'émission, c'est 2 rubriques récurrentes, toujours les mêmes, mais sur lesquelles on a tous les deux hâte de vous entendre. La première, c'est le coup de pression. Donc le coup de pression, c'est une grosse frayeur à nous raconter, habituellement dans le cadre de la pratique du surf. Et si vous avez une story là-dedans, c'est très cool. Mais on se dit que dans l'événementiel, avec tout ce que ça comporte et dans vos diverses aventures aussi, vous devez avoir des histoires pas tristes en tête. Alors, dans le surf, on parlait d'une pression, des grosses vagues sur la gueule, on l'a tous eu, celle-là, on va vous la raconter plusieurs fois. Dans l'événementiel, c'est pas drôle. S'il y a une anecdote qui peut être drôle ou pas drôle, mais celle-là, moi, personne ne vous la sortira parce que vous allez rarement rencontrer un mec qui a connu ça. Je travaille pas, en plus, j'en avais pas parlé, c'est vrai que, si, j'avais parlé dans le cadre de l'organisation d'une compétition qui s'appelle le Salomon Masters à Margaret River. On est en Australie, je travaille donc pour Salomon, quand j'ai dit tout à l'heure, et j'étais parti en charge d'organiser ces 2 compètes à Margaret River. Je crois que c'était dans les années 2007 ou 10, grosso modo. Je pars là-bas, je pars avec des copains, et avant d'aller en Australie, quitte à aller là-bas, on se dit, bon, bah, d'abord, on prend un bateau, on va à Tahiti, et puis on va se faire 2-3 semaines de bateau, tout autour, Montréal, etc. Donc on part là-bas, les planches de surf, bon, c'était bien à l'époque avec Salomon, des planches, j'en avais. Et puis on part, on arrive à Montréal, tranquille, on se gare à l'endroit où il fallait pas, parce que comme j'aime bien les plans galères, plutôt que d'aller normalement dans un port, on est tous bien, on va se garer à Piti, je sais pas si vous avez entendu parler. Carrément, ouais. À Piti, bon, c'est le spot de... On arrive très belle place, devant la vague. On se gare là, en plus, on met le bateau là, ouais. Alors que normalement, tu passes pas la nuit ici, on arrive de nuit en plus. Et puis, le lendemain, on avait tout mal calculé, donc on n'a pas mangé, on n'a pas bu depuis 2-3 jours. Et là, on se dit, bon, va peut-être trouver quelque chose, et on part d'Apiti, comme ça. On va marcher pour tout ça. On croyait qu'on allait trouver une supérette ou un truc comme ça. Alors, si tu y allais, t'as vu, on est en pleine jungle. Et là, on marche, puis à un moment donné, il y a un tronc d'arbre qui est là, qui traverse une petite rivière. Et là, je dis à mes potes, les gars, là, c'est le début de l'aventure. Je fais 2 pas, une noix de coco qui se détache d'un arbre, et je la prends en pleine gueule. Mais noix de coco tahitienne, tu vois comment elles sont. Ouais. Elles sont comme ça. Donc, je prends 3-4 kilos sur la gueule. Et là, paf, ça tient. Donc, je me tiens la tête comme ça. Je m'en serais toute ma vie, parce que je suis comme ça. Et là, il y a un de mes collègues qui me dit, putain, regarde, c'est Vélec, sa tête est pleine de sang, il a perdu son œil. Tu vois, t'es assommé, t'as plus d'œil, t'as perdu ton sang. Et là, je suis comme ça, et puis là, on a déjà fait, on pouvait pas repartir en arrière. Maintenant, c'est plus une supérette qu'il faut chercher, c'est une pharmacie. Ou on voit un hôpital, ouais. Et là, on a marché, on a dû marcher pendant 1 heure, 1 heure et demie, et j'entendais toujours l'autre. Putain, regarde son œil, qu'est-ce que tu penses? Il va être aveugle, Et là, il y avait tout le sang, il y avait tout qui se coagulait. Et j'avoue que ça m'a mis une bonne pression. Parce qu'avant de trouver, on est passé par un jardin d'un Australien qui vivait dans un arbre. De là, il a fallu qu'il nous emmène dans un autre endroit pour trouver un toubib. Donc, on a trouvé le toubib, mais presque 2 ou 3 heures après. Quand la main, on peut même plus la décoller. T'as été collé par tout ce que t'as dans la gueule. Et voilà, ça a été quand même, psychologiquement, ça, j'ai pas aimé, quoi.
Puis t'as eu du bol dans ton malheur quand même. Et après, oui, alors le bol que j'ai eu, pour te donner un ordre d'idée, tu vois, si ça tombe ici, t'es mort, elle est tombée là. Ici, voilà. Donc à 4 cm près, et le médecin qui m'a soigné m'a dit, vous avez de la chance, moi ça fait je sais pas combien de temps que je suis là, vous êtes la 7e personne que je vois qui a pris une noix de coco sur la gueule, mais vous êtes la seule personne qui va repartir en marchant. Ah ouais, parce que là, ça t'ouvre comme une noix de coco. Ça t'ouvre. Tu vois un cocotier commencer haut. C'est une des causes de mortalité. Il y a des endroits les plus grosses dans les îles. En Indo, c'est une des causes de mortalité les plus importantes. Ouais. Et le truc incroyable, c'est qu'à l'inverse, moi qui ai beaucoup vécu en Afrique de l'Ouest, en Afrique noire, quand tu parles avec les Africains, il dit tu sais quoi, la noix de coco, jamais elle tombe sur l'être vivant. Ça n'existe pas, quoi. Et tu vas de l'autre côté, les mecs ils se font plomber la gueule. Ah ouais, elle est bonne. On la prend. Ouais. Vous la prenez. Moi, anecdote frayeur, c'est quand ta sœur t'a vu en train de faire le mur, peut-être. Tu l'as pas aimé, ça là. À faire le mur, à faire des conneries. J'ai eu un peu peur dans l'événementiel, bien sûr, la frayeur du mauvais temps. Donc là, le festival Woodstock, moi, pendant une semaine, c'est à regarder. Je regarde la météo. Je suis sur Wingourou matin, midi, soir. On a un cousin qui travaille, qui est météorologue à l'aérodrome de Pau. Donc c'est mon meilleur copain pendant une semaine. Je l'appelle tous les jours. Donc t'as le gros stress de la météo, bien sûr, gros stress de l'annulation. En parlant d'annulation, ça c'est un des gros stress qu'on a eu l'année dernière. Un mois avant le festival, le domaine maritime des DTM qui nous disent festival annulé. Un mois à la première édition du festival. Un mois avant ou 2 mois avant, peut-être grand max. Mais 2 mois avant, vous imaginez bien que nous, on a déjà payé des fournisseurs, on a déjà tout réservé. Le festival, il est prêt. Hein. Il y a la date, on est prêt à recevoir 5000 personnes le début truc. Donc ça, c'était un gros stress, l'annulation. On a réussi à se démerder. Sinon, stress surf, toi, t'étais là. C'était à Ouakam, au Sénégal, où je surfais beaucoup. C'était stress pour ton père, surtout. C'était un peu épais à l'époque. Moi, quand j'étais gamin, je chargeais un peu plus que la moyenne. Bon, maintenant, je suis devenu un chicken. Je surfe que des vagues de 1,20 m à la grande plage. À l'époque, il n'y avait pas de cerveau. Mais avant, j'avais vraiment pas de cerveau. Et là, c'était un peu épais. Il y avait un bon 2 mètres, je pense, à Ouakam. Et Ouakam, c'est une vague qui est méchante quand même. Et je surfais sur la gauche. Le truc, c'est Ouakam, il y a très peu de fréquences. Donc, t'attends pendant très longtemps les séries. Et t'attends pendant très longtemps, sauf que t'attends pendant tellement longtemps qu'après, du coup, c'est dur de se placer parce que t'attends tellement longtemps que tu sais plus où c'est qu'elle pète exactement. Et là, j'avais froid, donc je m'étais rapproché de l'intérieur. Bon, et enfin, il y a le set qui arrive. Là, je me dis que je passe, mais je passe pas du tout. Donc, je bouffe, je pète le leash et je finis dans les oursins. Sauf que je finis dans les oursins, mais j'avais essayé de partir sur la première du set. Et du coup, derrière, les sets, t'attends pendant longtemps qu'ils arrivent, mais quand ils sont là, du coup, ils sont longs. Et donc là, je prends 10 vagues sur la gueule, sauf que je suis au Sénégal, c'est vraiment rempli d'oursins. Les rochers, en fait, les cailloux, c'est des dents. T'ouvres les yeux sous l'eau, c'est rempli d'oursins. Et là, je suis à Ouakam, mais en fait, t'as pas d'échappatoire. Donc, je suis dans les rochers en étoile de mer. Et il y a des vagues qui m'arrivent sur la gueule. Je peux pas me lever parce que j'ai dit il y a des oursins partout. Je peux rien faire. Donc j'attends. Et là, le padré, il est au bord, il est en train de filmer. Je pense qu'il se met une immense montée. Tu essaies de prendre la planche de quelqu'un. J'ai pris la planche d'un Italien sans lui poser la question. Je suis parti à l'eau direct. Et là, on va pouvoir se réconcilier un petit peu avec nos amis quand même qu'on a bien critiqué depuis le début de cette émission. C'est les bodyboarders, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a un bodyboarder qui est venu se mettre dans un jus immense quand même. Gros big up à lui parce qu'il est sorti autant esquinté que moi juste pour pouvoir venir me porter secours, parce que moi après la 10e vague là je commençais à me laisser partir. Vraiment j'étais pas loin d'une vraie noyade là, on était vraiment pas loin du but quoi. Et voilà, le bodyboarder qui est venu me chercher, donc lui pareil, il s'est mis vraiment dans le jus, il est arrivé, il m'a mis sur sa board, on a bouffé encore 2 ou 3 vagues de série dans la gueule avant de sortir de là. On est sorti de là et là j'ai pas surfé pendant un moment et ça m'avait bien calmé, ça m'avait bien refroidi. C'est peut-être pour ça que maintenant tu surfes un peu moins. Peut-être pour ça que je suis un chicken maintenant. Voilà pour le coup de frayeur, Ouakam. Okay. Donc big up au bodyboard, même si on se fout beaucoup de leur gueule, j'ai quand même beaucoup de respect pour certains. Et la dernière question, donc la dernière rubrique récurrente, c'est le Grom Spirit, le conseil motivation. Pour faire tout ce que vous faites, faut être méga motivé. Donc est-ce que vous auriez un conseil motivation à donner aux jeunes ou aux moins jeunes d'ailleurs? On avait une punchline dans un de nos films il y a pas longtemps, c'était stay true, stay you, reste vrai, reste toi-même. Si tu restes vrai, que tu restes toi-même et que tu fais ce que t'aimes, normalement, t'as tout pour réussir. Voilà. Alors moi, c'est un peu ce que j'ai enseigné à nos 2 enfants. Hein. C'est que d'abord la passion. Mais
Faut pas oublier quand même que le curseur, la passion, c'est bien, mais il faut quand même une part de raison, hein, parce que sans la raison, on est malheureusement, faut gagner de l'argent, faut vivre, faut se payer son loyer. Donc, faut mettre le curseur au bon endroit, mais faut privilégier la passion et surtout, faut jamais lâcher, quoi. Faut jamais lâcher. Et moi, c'est peut-être pour ça, quand on parlait de Guy Cespo tout à l'heure, de tous ces projets un peu fous que j'ai fait, que Jordan a fait aussi. Moi, à l'époque, on m'appelait le Gitan. Quand j'avais parlé du premier Guy Cespo que je voulais organiser, tout le monde me disait, mais t'es complètement con, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réunir des copains, vous allez boire des... Personne n'y croyait. Et après, quand j'ai réorganisé le Foxels que t'as connu, quand je suis parti sur la foire de Bayonne, tout le monde te disait, t'es complètement branque. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'entre le moment où t'as l'idée, l'idée, on l'a toujours au comptoir. Je prends toujours le même exemple. On est 4 au comptoir, on est à 2 grammes, on a tous beaucoup d'idées. Et les 4, le lendemain matin, sur les 4, il y en a 1 ou 2 qui vont prendre le crayon de papier, qui vont se dire, c'est pas con quand même ce qu'on a dit. Sur les 2, et il y en a un qui va dire, oh putain, déjà, faut passer à la sous-préfecture, faut faire ci, ouais, j'abandonne. Puis il y en a un qui va aller au bout. Il va aller à la sous-préfecture, il va y repartir, il va prendre sa voiture, il va chercher, il va falloir mettre 1 235 € sur la table, et il va les mettre. Et celui-là, il va réussir. Mais parce qu'il s'est donné les moyens. Se donner les moyens, et puis que ça revient un peu à ce que dit Jordan, faut croire en ses rêves, et puis il faut aller au bout, quoi. On se connaît tous plus ou moins, on est tous là et tout, c'est qu'on y a cru aussi, parce que au début, je vais lancer un pack zone, j'imagine que quand tu as dû en parler à tes copains, ils ont dû te dire, allez, calme-toi, prends ton cachet. On va dire, on n'en a pas trop parlé, hein. On l'a juste fait. Si on en a parlé à Fredo, et heureusement qu'il est venu à bord, sinon on l'aurait pas fait. Mais comme vous parlez à passion. Gros big up à Fredo, Fredo de la technique, les gars. Et Gabriel qui est avec nous aujourd'hui au passage. Et voilà, pareil, qui fait les choses par passion aussi, je pense. Mais voilà. Ouais. Merci à tous les deux, franchement, pour l'échange. C'était hyper intéressant, comme on disait, c'était vraiment une histoire à raconter, parce qu'en fait, dans l'événementiel, on est parfois dans l'ombre, et ça a été ton cas aussi, même si les gens connaissent ton nom. Il y a plein d'auditeurs un peu plus jeunes qui connaissaient pas un dixième de ton histoire. Et là, on a fait qu'effleurer l'histoire justement quand même, mais ça permet aussi d'éclairer un peu plus là-dessus, et puis surtout de mettre à la lumière votre relation qui est hyper belle pour une relation parent-enfant, et c'est tout le but déjà du podcast de les mettre en avant, donc trop cool. Merci à vous, merci de nous accueillir ici chez vous. Encore une fois, on vous invite à allumer l'image si c'est pas encore fait, parce que c'est incroyable et ça correspond bien du coup à toute l'histoire et tout le background que vous portez, quoi. Voilà, que dire de plus. Merci à Billabong, parce que Billabong, ouais, grave, supporte quand même la surf culture à travers tes projets et toi, et aussi à travers Impact Zone, et notamment cette série Bloodlines. Voilà. Merci Billa, merci Impact Zone, et merci, les plaisir de passer derrière Shane Dorian et Jackson, et Sam et Didier, quoi. Des profils complètement différents, mais content de vous avoir fait, de vous avoir partagé notre relation à nous deux. Trop bien, et puis voilà, longue vie, bonne continuation, plein de succès pour tous tes projets à venir, et pour vos projets aussi. Non, moi j'ai plus de projets maintenant, c'est fini. Ou voir des projets communs peut-être. On aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois. Merci à tous. Merci les gars. Merci. Et n'oubliez pas, Allez surfer. Youp.